Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvelle formation sur l'outil Make. Make, c'est un outil d'automatisation qui va nous aider à optimiser notre flux de travail. D'abord, dans cette vidéo-là, on va essayer de comprendre c'est quoi le concept de l'automatisation. Vous allez voir que lorsqu'on parle de l'automatisation, tout simplement, on va faire appel à des outils, à des logiciels qui vont remplacer partiellement ou bien d'une manière complète le travail manuel que l'être humain a l'habitude de le faire. Ça veut dire que si je prends un exemple très simple, imaginez que là, j'ai tout simplement de l'eau que je veux bouillir cette eau-là. Vous allez voir que l'alimentation électrique, elle peut tout simplement couper lorsque elle va trouver que la température de l'eau a atteint un niveau optimal. Donc du coup, au lieu d'avoir ou bien de mettre un être humain qui va contrôler la température de l'eau, lorsqu'elle arrive à un seuil bien déterminé, qu'est-ce qu'il va faire? On va déclencher d'une manière automatique une action qui est le fait de couper l'alimentation. Ça, c'est tout simplement un process classique. Là où on voit que l'automatisation va nous faire gagner du temps, va nous faire tout simplement une sécurité supplémentaire et elle va éviter que un être humain va contrôler d'une manière continue la température. C'est la même chose aujourd'hui. L'automatisation, on l'utilise dans les entreprises. C'est pour cela qu'on a besoin donc des logiciels qui vont nous aider en fait à remplacer ou bien à renforcer parfois les tâches que l'être humain il va le faire. On peut les faire d'une manière automatique grâce à ces process d'automatisation. Bonjour à tous, alors l'utilisation de l'automatisation aujourd'hui on le trouve dans plusieurs domaines. Donc l'entreprise par exemple c'est là un secteur ou bien un service de support client. Vous allez voir que là on aura besoin en fait d'utiliser l'automatisation, ça va nous faire gagner énormément de temps. Je pense que vous avez remarqué parfois dans les entreprises lorsqu'on entre dans un site internet on peut trouver carrément un robot automatique qui va nous aider, qui va tout simplement nous assister et nous porter réponse à nos questions. Et ça, il est disponible 7 jours sur 7, toute la journée, toute la soirée. Donc ça permet d'avoir comme si un commercial en ligne qui peut répondre et assister les gens, surtout dans les supports après-vente. Donc ça, ce qu'on appelle les chatbots, ça aussi c'est une automatisation utilisée donc par les entreprises dans ce secteur-là. On trouve aujourd'hui l'utilisation de l'automatisation dans la comptabilité, dans les finances, dans la santé et même dans les ressources humaines. Donc tout ça aujourd'hui devient automatique. Ça va nous aider à remplacer d'une manière parfois complète un être humain qui va faire des tâches répétitives. On trouve aussi l'automatisation dans les secteurs de tout ce qui est supply chain management, donc tout ce qui est logistique, qu'aujourd'hui plusieurs systèmes ils sont faits d'une manière automatique. Si je prends un cas très simple dans la comptabilité, aujourd'hui l'envoi d'une facture elle est automatisée, les rapports, l'envoi des virements aussi elle est automatisé, donc énormément des tâches se font d'une manière automatique. Lorsqu'ils ont des déclencheurs, ils font des actions. Alors, il y a 5 avantages de l'automatisation pour une entreprise. Donc, pour commencer, il y a ce qu'on appelle la scalabilité et la flexibilité. Aujourd'hui, l'automatisation, elle permet à l'entreprise de s'adapter facilement à la croissance et au changement en ajustant les processus sans effort. Parfois, par exemple, on a une tâche que l'être humain, ça lui demande 1 heure pour le faire. Si on a une scalabilité dans une entreprise, ça veut dire que l'entreprise, par exemple, elle a énormément de commandes. On va dire, au lieu de qu'elle traite 10 commandes par jour, il est en train de traiter 500. C'est vrai que là, elle a besoin d'ajouter plusieurs personnels. Par contre, avec l'automatisation, on sait que au lieu de faire ça dans 1 heure par un être humain, l'automatisation, grâce à la machine, elle peut le faire en quelques minutes. Donc du coup, elle peut traiter 500 commandes, toujours avec le même process, avec le même algorithme. Et du coup, là, ça donne ce qu'on appelle une scalabilité et une flexibilité. Ensuite, là, on a ce qu'on appelle un autre avantage qui est la précision et la qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, les tâches automatisées sont réalisées de manière automatique, donc précise et constante. Et ça va nous garantir un niveau élevé de qualité. Parfois, les êtres humains, lorsqu'ils exécutent une tâche, il peut avoir un oubli. Parfois, la personne peut être fatiguée, peut ne pas être concentrée. Donc, du coup, il y a plusieurs variables qui vont influencer ce travail-là. Par contre, un algorithme ou bien un automate, il va tout simplement l'exécuter de la même façon, peu n'importe les conditions externes. Troisième avantage, qui est aussi un avantage très important, c'est la productivité et l'efficacité. Aujourd'hui, l'automatisation, elle accélère les opérations,
parce que aujourd'hui un algorithme peut exécuter des tâches très rapidement et surtout il va augmenter la productivité en réduisant le temps nécessaire pour accomplir les tâches que généralement un être humain, s'il va le faire voilà dans 1 heure, je peux l'automatiser, comme par exemple rédiger un email pour répondre voilà à un prospect. L'être humain, pour rédiger un email, créer un devis en PDF, mettre le logo, mettre les prix, ça peut le demander par exemple 1 heure, 2 heures. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie d'automatiser cette tâche-là, ça prend vraiment 1 ou 2 minutes maximum. Donc du coup, grâce à ça, la productivité, c'est tout à fait normal, elle va augmenter. Ensuite, quatrième avantage, on a ce qu'on appelle l'analyse avancée et sécurité aussi. Donc elle permet d'obtenir des données précieuses pour l'analyser, tout en renforçant la sécurité des opérations. Et finalement, bien évidemment, le coût. Ça, il y aura une économie de coût. Ça, c'est très important pour les entreprises parce que le temps égale argent. Tout simplement, on va réduire donc les besoins en main-d'œuvre et on va minimiser au maximum les erreurs. Donc, le taux de risque d'avoir des erreurs il va être minime. Et là, l'automatisation, elle va contribuer à réduire les dépenses de l'entreprise. Donc, grâce à ces 5 avantages-là, tout simplement, l'automatisation, c'est quelque chose de très intéressant, voire indispensable pour les entreprises. C'est pour cela qu'on va faire appel à des outils qui vont nous aider à créer cette automatisation-là. Et c'est pour cela que dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter l'outil Make. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici je suis sur le site donc de Make. Pour accéder à ce site là, vous allez taper dans l'URL make.com et là vous allez trouver donc l'accès à cette interface là. Il y aura la possibilité donc de créer un compte gratuit ici. Alors il faut savoir que Make c'est une plateforme d'automatisation donc qui va nous aider à créer, concevoir des automatisations et elle va nous aider tout simplement à automatiser des tâches et du flux de travail de notre entreprise. Donc on va avoir une interface qui est simple à manipuler et vous allez voir qu'elle va nous permettre de faire la connexion de tous nos besoins en flux de travail. Alors, avant de faire la création de compte, je vous montre rapidement en fait les tarifications. Aujourd'hui, il y a toujours une offre donc gratuite. Elle nous permet de créer donc plusieurs scénarios, dont 2 uniquement qui peuvent être actifs en permanence, et elle va nous donner tout simplement avoir accès à 1000 opérations par mois. Donc ça, c'est le nombre donc d'opérations que je peux avoir avec 500 mégas de transfert de fichiers. Pour ceux bien sûr qui veulent aller un peu plus loin, moi je vous conseille toujours de commencer avec une version gratuite et après lorsque vous aurez plusieurs scénarios qui consomment énormément donc d'opérations et il y en a un très grand flux donc de transfert de données, vous pouvez passer tout simplement à une version un peu plus avancée. Il y en a ceux qui ici à 7 donc dollars par mois, il y en a ceux là qui sont à 16, il y en a ceux qui sont à 29 et il y en a même une autre que vous pouvez tout simplement entrer en contact avec un expert pour qu'il vous propose une solution sur mesure. Principalement la différence avec la première version payante, c'est elle qui va vous permettre d'avoir d'une manière illimitée donc des scénarios actifs et même le temps d'exécution de ces scénarios là il est 1 minute parce que celle qui est gratuite elle est à 15 minutes et aussi vous aurez accès à ce qu'on appelle leur API Make. Ça c'est pour bien sûr un usage un peu plus poussé pour faire connecter voilà des systèmes qui sont un peu plus complexes. Alors pour nous là lorsque on va créer notre compte, on va tout simplement cliquer ici sur Login et vous allez voir là il y a les deux versions, la nouvelle version celle de Make et l'ancienne celle de Integroma. Donc on va prendre celle du Make. Alors une fois que vous êtes sur cette interface là, vous allez tout simplement cliquer sur Create an account. Vous pouvez tout simplement donc remplir un formulaire simple. Sinon vous allez tout simplement utiliser votre Google, donc votre connexion avec Google ou bien celle de Facebook pour aller très vite. Sinon donc on va cliquer tout simplement sur Create an account. Donc sur cette interface là, vous allez mettre votre nom, votre adresse email, votre mot de passe, le pays et par la suite bien sûr choisir donc le hosting région. Donc là je mets donc EU pour dire qu'on va être donc hébergé au niveau de l'Europe. Par la suite donc vous cochez donc ces conditions là et vous allez tout simplement cliquer sur Sign up for free. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir un accès gratuit à notre interface Make. Prochaine vidéo, on va essayer de détailler en fait l'interface et comprendre un petit peu le mécanisme de fonctionnement. Merci et à tout de suite. Alors avec la création donc de notre nouveau compte, bien sûr ici il va juste nous poser quelques questions simples. Donc là ici on va tout simplement sélectionner des réponses par rapport à ces questions là. Ce sont juste des
un sondage, si vous voulez, à titre d'indication, qui va tout simplement montrer un petit peu à la communauté de Make comment vous allez travailler avec leur outil. Donc du coup là, je clique sur lancement pour que j'accède donc à mon interface. On va ici de détailler un petit peu l'interface pour comprendre comment tout simplement donc manipuler notre outil. Alors pour commencer, bien évidemment, vous allez voir que là on a une première interface qui est divisée en deux parties. Donc vous allez trouver quelque part ici donc le menu et vous allez trouver bien évidemment là donc le corps donc de l'application. Donc ici vous allez voir que vous allez voir le nombre d'opérations que vous allez utiliser chaque mois. Donc on a dit pour le compte gratuit, vous allez tout simplement 1000 opérations par mois et vous allez voir aussi bien combien de scénarios actifs. Donc là, pour la version gratuite, je peux créer 2 scénarios actifs. Attention, je peux créer encore beaucoup plus de scénarios gratuitement, mais ils peuvent bien sûr être exécutés, mais l'exécution doit se faire manuelle. Ça veut dire à chaque fois, je vais aller lancer le scénario et demander à Make de lancer ce scénario-là. Par contre, si je veux créer un scénario qui se lance de manière automatique, par exemple chaque minute, ou bien chaque quart d'heure, ou bien chaque demi-heure. Ici, j'aurai uniquement la possibilité de faire 2 scénarios automatiques et l'intervalle d'exécution de chaque scénario, elle est de 15 minutes. Donc pour commencer, donc voilà, soit pour la formation, mais pour une entreprise, avoir donc 2 scénarios, ça peut être largement suffisant pour mieux donc maîtriser l'outil. Alors vous allez aussi avoir donc un accès ici à ce qu'on appelle le data transfer. Donc il vous donne jusqu'à 500 mégas donc de transfert de fichiers. Plus que vous transférez plusieurs fichiers dans votre flux, bien dans vos scénarios, bien évidemment ça va augmenter. Mais généralement lorsqu'on essaie de faire donc passer des images ou bien du texte, généralement la consommation donc des data transfert soit petite. Donc c'est très rare que moi j'ai dépassé par exemple les 100 mégas. Alors ici bien évidemment il vous donne donc quelques informations par rapport à votre pack et que vous pouvez bien sûr passer quand vous voulez au pack donc supérieur. Alors là c'est donc notre interface et vous allez voir que là ici bien évidemment on va y avoir un petit espace là où je peux me permettre à travailler en équipe. Ça veut dire que moi par exemple, si je suis dans une entreprise et que je veux faire donner des accès à plusieurs membres de mon équipe, de mon entreprise, bien évidemment je peux créer ce qu'on appelle team. L'accès au team pour les gérer, soit je peux cliquer ici, soit aussi j'ai la possibilité donc de gérer donc mon équipe à partir de là. Si je clique donc sur Team, vous allez voir que j'aurai un petit bouton là pour donc tout simplement donc soit ajouter une nouvelle équipe, soit tout simplement mettre à jour la team actuelle. Bien sûr, comme vous voyez, il y a toujours une limite en fait sur le nombre donc d'organisations que je peux créer. Généralement, ceux qui ont besoin de plusieurs teams, c'est les agences en fait, ceux qui créent des automatisations pour les entreprises. Parfois là, il peut créer tout simplement une nouvelle équipe ici pour permettre par exemple à l'entreprise en question d'ajouter leurs techniciens et tout pour travailler sur le même projet. Je peux bien sûr voir donc les utilisateurs. Ici, donc bien sûr, lorsque je vais cliquer ici, je vais trouver un seul utilisateur. C'est l'utilisateur de test que j'ai créé, juste spécialement pour cette formation-là. Donc là, ici, on va trouver le nom formation avec l'adresse email de test et la date donc de la dernière connexion et là, le rôle. Si je veux ajouter un autre utilisateur, je dois tout simplement remplir ces données-là, mettre son adresse email, choisir donc le rôle de la personne, parce que s'il est admin, bien évidemment, il peut créer des scénarios, il peut supprimer des scénarios, s'il est tout simplement un membre. Donc du coup, ça, c'est les différents rôles que je peux attribuer donc à ces personnes-là. Ensuite, dans la subscription, ici, donc tout simplement, je peux voir les packages qui existent, donc ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants. Donc tout simplement, ça me permet tout simplement de balancer, d'aller vers d'autres packs plus intéressantes. Ensuite, donc là, le paiement, c'est tout simplement si je veux ajouter ma carte de crédit ici pour faire le paiement automatique chaque mois, par exemple, si je prends un pack plus intéressant. Là, s'il y a des applications que je veux les installer, donc là, je vais le trouver ici. Et là, s'il y a ce qu'on appelle les variables, en fait, ça c'est les variables globales. Ça veut dire ce sont des variables, on n'aura pas besoin de l'utiliser immédiatement, mais ce sont des variables que lorsque je fais appel par exemple à ce nom-là, par exemple zone domaine, il va trouver automatiquement en fait la valeur, il va la remplacer automatiquement. Ça, ce qu'on appelle les variables globaux que je vais l'utiliser dans la formation. Prochaine vidéo, donc on va essayer de voir un peu plus d'options sur le menu qui est à gauche.
C'est parti, donc là on va essayer de voir ensemble donc le menu. Donc vous allez voir que la fonctionnalité la plus importante c'est cette rubrique là, ça s'appelle scénario. C'est là où tout simplement on va créer les scénarios, c'est là où on va les gérer, on va les dupliquer. Alors tous les autres en fait ce sont des fonctionnalités, on va dire des rubriques que quelque part on aura besoin de temps en temps, mais principalement on va se concentrer sur scénario. Je vais vous faire un tour sur les autres donc rubriques pour avoir une idée en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je commence avec Template. Template, tout simplement, là, vous allez trouver plusieurs scénarios qui sont déjà créés. Généralement, ce sont voilà donc les propriétaires d'applications, c'est eux qui créent des scénarios. Ils publient ici pour aider leur communauté. Donc, il y a énormément de scénarios qui sont prêts à être utilisés. Par exemple, là, je vais venir ici, je vais taper tout simplement Instagram et je peux voir ici, voilà, s'il y a des scénarios qui ont été créés en se basant sur donc le module Instagram. Chaque scénario va vous donner bien évidemment donc le code source, il va vous donner le scénario à utiliser gratuitement et vous allez avoir bien évidemment donc une petite description pour décrire à quoi il sert ce scénario là. Donc vraiment il y a plusieurs scénarios qui peuvent vous aider, hein. Parfois on a dans la tête par exemple à travailler avec l'extension Facebook, il suffit juste de venir ici, de taper Facebook et vous allez voir c'est un raccourci qui vous donne voilà donc des scénarios qui sont déjà utilisés par d'autres personnes et ça va vous permettre de s'inspirer et pourquoi pas en fait pour dupliquer en fait ces scénarios là. Si je vais taper par exemple là Google, on va faire Google Analytics, on va voir hein, s'il y en a, voilà, il y en a plusieurs. Donc ces scénarios-là, il suffit tout simplement par exemple de sélectionner un scénario, je clique ici, vous allez voir que là, bien évidemment, il va vous donner en fait un titre, une description de ce scénario-là, et il vous permet tout simplement donc plutôt voilà de créer un nouveau scénario à partir de ce template-là. Donc ce template-là, il va être dupliqué automatiquement, et ça sert à ça donc cette rubrique template. Donc moi je vous invite à parcourir un petit peu les templates, de voir des scénarios et pourquoi pas hein, essayer de le faire tourner, les utiliser. C'est vraiment très pratique et ça donne l'inspiration pour créer voilà, des scénarios par la suite au fur et à mesure. Ensuite, j'ai tout simplement donc une rubrique qui s'appelle connexion. Alors connexion, c'est quoi? À chaque fois que moi je travaille avec un module, voilà, ce module-là, il va me demander par exemple de se connecter. Imaginez que je vais travailler avec Gmail. Gmail, il va me demander de se connecter avec mes accès Gmail pour que je puisse voilà envoyer des emails ou bien lire voilà un email spécifique. Donc je vais utiliser ce module-là et du coup, la première fois qu'on va le faire avec Make, on est obligé de faire ce qu'on appelle une connexion. Alors la connexion, une fois qu'elle est faite, on le fait qu'une seule fois et après on peut appeler ce module-là quand on veut dans d'autres scénarios sans avoir à utiliser la connexion. Tous les connexions ils vont être ici. Donc à chaque fois que vous ajoutez voilà une application, vous allez tout simplement pouvoir donc l'ajouter ici. Elle va être ajoutée d'une manière automatique après ici. Vous pouvez bien sûr la déconnecter parce que parfois imaginez que voilà vous ajoutez voilà la connexion Instagram et une fois que vous voulez plus travailler avec ça ou bien vous allez donner un accès à d'autres personnes qui vont utiliser votre compte, vous voulez pas qu'ils utilisent donc l'application Instagram, vous pouvez venir tout simplement ici pour la déconnecter. On a ici ce qu'on appelle les webhooks. Alors si en tout cas on va essayer de les voir par la suite, mais pour une définition, qu'est-ce que c'est en fait un webhook? Tout simplement c'est composé en fait de deux mots, hein. Il y en a web, ça c'est pour dire tout ce qui est communication basée sur le protocole HTTP. Donc en internet, lorsqu'on veut parcourir par exemple ou bien ouvrir un site internet, on utilise le protocole HTTP. Et il y a le mot hook, ça veut dire tout simplement un script automatique. Vous savez que parfois, hein, donc lorsqu'on va utiliser des modules ou bien lorsqu'on veut par exemple faire une connexion avec un module même s'il n'existe pas ici sur Make, parfois on a besoin de parcourir donc l'internet pour utiliser le protocole HTTP, soit pour récupérer des données ou bien pour ajouter des données. Donc le mécanisme de base donc des webhooks consiste à faire tout simplement des requêtes HTTP pour une URL spécifique d'un site internet par exemple. Donc un webhook va effectuer tout simplement une exécution de protocole HTTP vers une page ou bien vers un URL spécifique. Et bien sûr, nous, on doit faire le paramétrage et la configuration pour pouvoir récupérer des données ou bien envoyer des données. Donc, généralement, l'URL, on appelle ce qu'on appelle un point de terminaison du webhook. Ça veut dire c'est la cible pour notre webhook. Ou parfois, on l'appelle un webhook endpoint, donc en anglais.
Voilà, donc ça, c'est tout simplement là où on peut créer ou bien trouver tous nos webhooks. Il y a aussi ce qu'on appelle donc le case. Ici, en fait, parfois, on a besoin en fait d'écrire des clés, voilà, qu'on va les communiquer à d'autres applications pour que eux ils se connectent sur Make. Parfois, on aura besoin donc la création d'écrit Make se fait ici. Là aussi, on aura besoin parfois pour des simulations donc d'ajouter en fait des ce qu'on appelle des applications, surtout des applications par la mobile qui peuvent être ajoutées ici. Là aussi, la base de données en fait, parce que Make aussi nous permet d'utiliser sa propre base de données. Bon, nous généralement on travaille avec des bases de données genre Notion, il y en a énormément d'autres types de bases de données. Il y a Airtable, il y a aussi même Google Sheets, hein, donc c'est une base de données quelque part, hein, là où on peut stocker des informations. Et il y en a aussi ceux qui veulent utiliser donc la base d'enregistrement, bien de stockage, celle de Make. Il y a aussi ce qu'on appelle les data structures. Les data structures, tout simplement, vous savez, lorsque on formate une information, bien une donnée, un data sur Internet, tout simplement au mode numérique, on utilise des extensions spécifiques. Il y en a celle donc qui est très connue de JSON, il y a le XML, il y a le CSV. Et là ici, en fait, dans cette rubrique-là, on peut créer, personnaliser en fait, voilà, des définitions de structures spécifiques pour un travail. Et bien évidemment, il y a une source ici donc de données, d'informations qui est très intéressante et c'est ce que j'apprécie sur Make. Il y a vraiment des données et une base donc de help et de support incroyable. Vraiment c'est riche. On aura des vidéos, on aura des simulations, on aura vraiment un help center qui est très performant. Il y en a une très belle documentation ici et ça aussi je peux avoir accès à partir de là aussi donc pour chercher voilà une donnée ou une information. Alors par rapport à nous, aujourd'hui, ça, on a fait un tour sur l'application pour voir un petit peu les différentes rubriques. Celle qui va nous intéresser donc principalement, c'est celle-là, donc les scénarios. C'est là où on va commencer donc à présenter cette partie-là dans la prochaine vidéo. Merci et tout de suite. Dans cette vidéo-là, on va essayer de découvrir donc la rubrique scénario. Donc là, ici, je clique sur scénario et vous allez voir en fait que j'aurai deux parties. Alors là, la première partie, c'est là où je vais trouver tous les scénarios que j'ai créés, soit les scénarios qui sont actifs ou bien qui sont désactivés. Là, ici, j'aurai toute la liste des scénarios. Et là, je peux bien sûr organiser mes scénarios dans des dossiers pour faciliter voilà, la lecture et la recherche de ces scénarios-là. Je vous montre par exemple un de mes comptes, là où j'ai plusieurs scénarios pour voir un petit peu l'aperçu. Par exemple là, voilà, j'ai une liste donc des scénarios qui sont voilà, proposés ici. Alors bien évidemment, chaque scénario, je peux lui donner bien sûr un titre pour que je puisse le repérer et bien évidemment j'aurai la possibilité aussi de mettre ce scénario là aussi dans un dossier. Donc là j'ai l'option qui s'appelle Move to Folder. Donc lorsque je clique pour transférer ce scénario là dans un dossier, c'est tout simplement pour que je puisse après faire une recherche très simple. Tous les dossiers ils sont ici, ils sont donc à ma gauche là, donc voilà. Ici, j'ai donc les différents dossiers et chaque dossier, comme vous le voyez, je peux voir combien donc de scénarios il contient. Par exemple, là, si je vais aller à la première, par exemple, pour le premier dossier, je vais voir que j'ai 4 scénarios. Alors, ce qu'il faut faire très attention, que ces scénarios-là, ils ne sont pas encore actifs. Ça veut dire que là, je peux cliquer ici, en fait, pour rendre ce scénario-là actif. Il suffit que je clique sur OK pour que ça soit on. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, ce scénario-là va être exécuté, en fait, par exemple, tous les jours ou bien tous les 15 minutes. Tout dépend que moi, comment j'ai fait le paramétrage. Et ici, dans la version gratuite, je peux aller à faire jusqu'à 2 scénarios maximum actifs. Bien sûr, la version payante va vous permettre de faire d'une manière illimitée. Alors, il y a aussi une autre option qui est très intéressante, c'est une option pour dupliquer un scénario. Parfois, ça nous arrive qu'on veut dupliquer un scénario parce qu'on aura besoin de ce scénario-là pour le développer ou bien l'améliorer ou bien voilà pour l'adapter pour un autre contexte. Et j'ai aussi la possibilité donc de supprimer un scénario si je veux pas donc laisser ce scénario-là. Donc voilà, à partir de cette partie-là, je peux tout simplement donc avoir un accès à mes scénarios. Je peux voir ceux qui sont actifs, ceux qui sont voilà par exemple ils sont désactivés, ça veut dire ils sont pas en train d'être exécutés. Je peux voir même donc ce qu'on appelle les concepts. Prochaine vidéo, je vais vous montrer l'interface là où on entre pour qu'on puisse créer un scénario. Merci.
Alors, pour faire la création en fait d'un scénario, bien sûr, je dois être dans la rubrique ici scénario. C'est la rubrique qui va me permettre tout simplement donc à entrer dans cet espace-là. Donc ça, ici, une fois qu'on est là, vous allez trouver que je peux là-haut cliquer sur créer un nouveau scénario. Bon, ce bouton-là, c'est vrai que on peut l'utiliser en fait ou bien le trouver un petit peu partout, même lorsque je suis sur la page d'accueil, il y a toujours en fait ce bouton-là qui me permet de créer donc mon scénario. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer ici. Et vous allez voir que là je vais avoir une interface un peu spéciale là où je peux commencer à dessiner mon scénario. Donc l'objectif de cette vidéo là, de voir un petit peu donc les différents espaces là où voilà, je peux trouver en fait ces données là et ces informations là. Alors c'est parti. Donc première chose qu'il faut savoir que là ici j'ai la possibilité de donner un nom à mon scénario. Donc là ici dès que je clique ici par exemple là, je vais mettre par exemple ces scénarios par exemple 1. Donc là, je viens de donner un nom donc à mon scénario. Donc dès que je fais OK, donc les scénarios, donc il a eu donc son nom. Vous avez aussi bien donc la possibilité, et ça c'est très important, d'enregistrer donc votre scénario. Vous allez voir que là ici il y a un petit bouton là d'enregistrement. Donc là, c'est grâce à ce bouton là que je peux enregistrer. Attention, si vous cliquez pas sur scénario, sur enregistrer, et voilà, on ne sait jamais, vous avez une coupure d'électricité ou bien quelque part vous quittez la page sans faire exprès et il se peut que vous allez perdre donc votre scénario. C'est vrai que parfois lorsque je clique sur une autre rubrique, par exemple si je veux sortir de cette page là sans enregistrer, Make va me donner donc un petit message pour me demander si je veux enregistrer. Mais attention, lors d'une coupure d'électricité on n'aura plus ça et il n'y aura pas donc tout de suite un enregistrement automatique de la dernière manipulation et ça c'est très très important. Donc là j'ai l'enregistrement. Vous avez aussi là ici un petit bouton qui s'appelle Run 11. Donc là ici il va exécuter tous les modules qui existent dans votre scénario. Pourquoi je dis tout? Parce que je vais vous montrer par la suite qu'il y a la possibilité d'exécuter un module à part ou bien une fonctionnalité à part. Mais celui-là, il va vous permettre de tout lancer d'un seul coup. Vous avez aussi là pour activer le scénario. Alors, le scénario, moi, je peux le créer, je peux l'exécuter manuellement, hein, chaque jour, chaque heure, chaque minute, comme je veux. Mais si je veux que le système travaille d'une manière automatique, il fallait le mettre ici, donc comme ça, en on, pour qu'il soit, bien sûr, là, il faut que je mette quelque chose et pour qu'il puisse être exécuté, pour qu'il soit pas vide. Mais si je l'active, là, il va être exécuté chaque 15 minutes. Je peux bien sûr modifier ces informations-là, mais attention, pour la version gratuite, minimum, donc je peux être que à 15 minutes. Là aussi, vous avez la possibilité de demander le système qui doit être donc exécuté chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ou bien dans des dates spécifiques. Ou bien lui, par défaut, c'est en demande, hein, donc il va être exécuté lorsqu'on va faire la demande de ça. Alors, à partir de là, vous allez trouver d'autres donc options qui sont très importantes. Là, c'est le paramétrage. Ça, c'est le paramètre général en fait de notre donc scénario en question. Ça, c'est généralement donc on met pas donc des modifications par rapport à ces données-là. On les laisse en fait par défaut pour qu'ils puissent par exemple là avoir un nombre de cycles donc 1 pour que je puisse tout simplement le faire l'exécuter parce que parfois si je commande le nombre de cycles, je mettrai 2-3 fois. À ce moment-là, lorsqu'il va être activé d'une manière automatique ici, il va exécuter 2 fois ou bien 3 fois en même temps. Mais généralement, on ne fait pas ça. Généralement, on l'exécute une seule fois pour qu'il exécute le scénario donc en sa globalité. Donc là, c'est les paramètres. Là, si je peux prendre des notes, ça ce qui est très intéressant, si je fais un scénario, surtout lorsque je veux faire un scénario et je veux le partager par exemple avec une entreprise qui m'a par exemple donné la mission de créer un scénario, je peux mettre des notes ici et ça c'est très très important parce que les notes en fait ça permet de tout simplement de donner des données et des informations par rapport à ce que je suis en train de faire et même pour moi lorsque je crée un scénario et je reste par exemple un mois sans revoir ce scénario là, le jour que je vais le reprendre il se peut que j'oublie quelques détails, donc c'est très important de faire des notes. Vous avez aussi là ce qu'on appelle auto-align. Donc là, ici, c'est tout simplement une option. Lorsque j'écris plusieurs scénarios, parfois leur affichage n'est pas très joli, n'est pas clair, n'est pas lisible. Et lorsque je clique sur auto-align, là, il va ici tout simplement à ajuster pour que je puisse voir
tous les modules dans ma page à 100% et ça c'est très intéressant. Donc du coup ça, pour avoir une visibilité, c'est très simple et c'est très recommandé d'utiliser Auto-Align, surtout lorsqu'on commence à dépasser 10 modules dans un scénario. À ce moment-là, c'est très intéressant. Il y a cette option là, en fait, ça c'est une option là où il y a l'avion, en fait, c'est une option qui va me permettre tout simplement de montrer une petite simulation comment l'information elle va tourner. Donc du coup il va faire un point comme ça, un point, c'est comme si un ballon, et il va commencer tout simplement à avancer dans le sens là où l'information va être transférée. Et donc du coup là, c'est comme si lorsque je vais expliquer en fait mon scénario à un ami ou bien à un étudiant ou bien à un collègue, je peux cliquer ici et le système va me montrer à l'ordre bien sûr de l'exécution de l'information dans ce scénario là. Alors ensuite vous avez ici donc les 3 points. Là c'est très intéressant parce que là je peux tout simplement exporter en fait mon scénario. Je peux l'exporter, vous le donner et vous pouvez le télécharger pour l'importer en cliquant ici sur le bouton importer. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que généralement donc lorsqu'on travaille un scénario, on veut le partager avec l'entreprise, on veut le donner à d'autres personnes pour l'utiliser, ou bien parfois on peut le vendre. Donc du coup cette option-là, c'est une option très importante parce que sans cette option-là, on sera obligé vraiment de tout refaire si on a un autre compte qui n'est pas un compte d'une personne qui est un membre de notre communauté. Vous avez aussi la version Previous Version. Là, ici, ça permet de revenir vers des versions antérieures. Et bien évidemment, attention, il ne faut pas confondre ça avec l'enregistrement automatique. Ça, ce qu'on appelle le mot version, généralement lorsqu'on ajoute en fait des modifications sur notre scénario qui sont majeures, et à ce moment-là, lui, le système, il va les enregistrer, et du coup, on n'a pas un système de retour en arrière assez classique comme celui de Word, mais là, c'est un retour vers les versions. Donc ça, c'est cette interface-là. Vous avez aussi en fait un bouton qui s'appelle Tools. Tools, tout simplement, ce sont des outils qu'on peut en fait les utiliser, qui sont très importantes. On va essayer bien sûr de les voir et de faire une discussion par rapport à ça. Par exemple, je vous donne un truc très simple. Ça, par exemple, break. Break, par exemple, là, si je veux par exemple exécuter un scénario et quelque part, je veux mettre un module en mode pause lorsqu'il termine l'exécution, par exemple, de sa tâche, lorsqu'il récupère par exemple les données, je veux le mettre en mode pause et je peux lui dire alors vous restez en pause pendant 5 minutes par exemple. Ça sert à quoi? Parfois on est en train d'exécuter d'autres scénarios et qu'on sait que les autres ils vont prendre un peu plus de temps, donc du coup je peux mettre en pause un scénario en attendant que je récupère d'autres données pour les combiner par exemple. Donc là il y a énormément en fait d'utilité par rapport à ces fonctions là. Il y a une fonction qu'on appelle la répétition. C'est une fonction aussi qui est très importante qui va répéter une exécution pour un module spécifique 2-3 fois, ou bien voilà, donc on va donner des conditions, et voilà, donc il y a tous ces données là, en fait on va essayer de les voir par la suite en détail. Vous avez aussi en fait là aussi d'autres tools qui sont très importants, et ça en fait ce sont des tools aussi qui sont un peu plus vers la manipulation en fait des données. Et là, bien évidemment, ça va nous aider bien sûr à traiter les données et surtout la gérer, donc notre flux. Vous avez aussi là ce qu'on appelle la text parser. Donc là, c'est beaucoup plus des interventions sur les textes. Par exemple, si je prends un exemple simple, par exemple là, si je vois remplace, par exemple là, ça permet tout simplement de remplacer une expression à l'intérieur d'un texte, à l'intérieur d'un paragraphe, à l'intérieur d'un mot. Donc tout dépend bien sûr de notre entrée. Donc tout ça, ce sont des outils qui sont très importants, qui sont très utiles, qui vont nous aider de manipuler, de faire donc du travail. Il y a le roteur aussi qui est très demandé. En tout cas, ces 3 rubriques là, ce sont des rubriques qui sont très importantes, qu'on les utilise souvent dans les scénarios. Alors là, il y a ce qu'on appelle les favoris. Les favoris, tout simplement, si vous dans un scénario, vous utilisez 2-3 modules, et automatiquement ils vont rester ici dans les favoris, que vous pouvez faire appel à ces modules là ici. Par exemple, imaginez je fais un scénario, je fais appel à Google Sheet. Alors Google Sheet, l'icône va être ici, c'est un raccourci. Si je vais l'utiliser, je clique ici rapidement. Voilà, donc là si je clique avec un bouton quelque part ici, il me permet d'ajouter un module et me permet de coller un module, parce que n'importe quel module je peux le copier-coller, d'accord. Je peux voir le ID d'un module en question. Je peux aussi bien voir route order, c'est-à-dire l'ordre en fait par rapport au chemin d'exécution de mon scénario. Prochaine vidéo, on va essayer de parler un peu plus sur notre module, comment le créer, qu'est-ce que c'est ce bouton là,
Et ça, c'est une vidéo tout simplement qu'on a pu comprendre un petit peu les différentes fonctionnalités qui existent ici lorsqu'on ouvre notre interface. Merci et à tout de suite. Alors ici, on va voir comment on va tout simplement créer le premier module pour notre scénario. Alors pour créer un module, c'est simple, soit on clique ici sur plus, soit tout simplement, vous savez, lorsqu'on clique bouton droit, il y a la possibilité là de choisir cette option là, Add au module, pour ajouter un module. Alors la différence, c'est quoi? La différence que le premier module, lorsqu'on le crée à partir de là, on l'appelle un module déclencheur, c'est-à-dire que ça va être le premier module qui va être exécuté. Généralement, à partir de là, qu'on va récupérer des données, ou bien on va donner l'ordre à faire l'envoi d'un flux de données spécifique. Donc, lorsque je clique sur plus, vous allez voir que j'aurai ici la liste donc de tous les applications voilà qui sont connectées avec Make. Donc là ici il y en a des milliers d'applications. Alors pour trouver l'application qui nous intéresse, bien évidemment, on va appuyer en bas ici sur la recherche. Sinon on va pas trouver facilement en fait en parcourant cette liste là. Donc là par exemple là je peux taper par exemple là Facebook. Vous allez voir que là il va me trouver voilà les différentes fonctions ou bien module de Facebook. Et chacune, bien sûr, elle a une spécificité pour lancer, voilà, ou bien manipuler des données d'une manière spécifique. Je peux par exemple là taper tout simplement Google. Voilà, je tape Google, la même chose. Donc je vais trouver aussi d'autres modules qui sont voilà sous le nom du Google. Alors pour tester et faire simple, là je vais tout simplement ici de sélectionner par exemple, allez, on va prendre par exemple Google+. Ou bien plutôt on va chercher un autre module qui a beaucoup plus d'informations. On peut chercher Excel. Je vais voir si le module Excel est là, parce que c'est pas tous les modules qui existent. Voilà, par exemple là j'ai le Excel. Lorsque je clique ici, vous allez voir que là il y a une liste d'informations qui vient d'être affichée. C'est tout simplement, ce sont les types d'actions que je peux faire. Donc chaque module, il a des types d'actions spécifiques. C'est pour cela que, par exemple, lorsque je prends un module Facebook, il est différent de celui Google. Parce que ce que je peux faire avec Facebook, il est différent de Google, il est différent de Microsoft. Chaque module, il a une liste des actions que je peux faire avec. Alors les actions en fait ils sont voilà généralement par catégorie. Si vous regardez ici, là il y a worksheet, là il y a ici les tables, tout ce qui est tableau, là-haut je pense que voilà il y a le workbook, là il y a d'autres. Généralement c'est quoi? C'est tout simplement les actions, elles sont regroupées. Il y a des actions qui permettent de faire ce qu'on appelle la lecture. Ça veut dire ils vont aller quelque part dans ce logiciel-là, dans votre compte, ils vont récupérer des données. Il y en a d'autres qui ont une fonction d'écriture. Ça veut dire qu'ils vont dans ce document-là ou bien dans votre compte sur ce module-là et ils vont écrire, genre ils vont ajouter une ligne, ils peuvent supprimer une ligne, ils peuvent modifier une ligne, ils peuvent voilà faire des données en fait. Et il y en a d'autres types d'actions comme celles qui permettent de faire la recherche. Donc tout simplement, ce sont des actions qui vont chercher des données spécifiques, genre tu donnes un prénom et un nom par exemple, et dans un tableau Excel, ils vont récupérer juste une ligne spécifique qui répond à cela. Je peux aussi bien trouver des actions instantanées qui vont tout simplement aller vérifier l'existence d'informations. Donc du coup, tout simplement pour vous dire, chaque module, il a ses propres actions. Alors si je vais revenir ici par exemple là, je vais taper par exemple weather, par exemple là, si je vais regarder par exemple un module qui va tout simplement me donner la météo, voilà par exemple. Donc il y en a plusieurs, donc je prends celui-là, regarde, lorsque je clique ici, vous allez voir que là, il a que 2 actions. Donc je peux tout simplement récupérer par exemple la température pour une location et localisation spécifique, donc specified location. Ou bien là, je peux récupérer des données pour une grande période, donc de 1 jusqu'à 16 jours. Vous voyez? Donc ça, ce sont les actions proposées par ce module-là. Si voilà, je trouve pas les données qui m'intéressent, je peux aller chercher encore d'autres modules qui peuvent me donner par exemple d'autres informations. Ok? Donc là, ça c'est la première chose. Donc lorsque je clique ici, je peux créer un module. Et là, chaque module, lorsque je le sélectionne, je dois sélectionner une action pour ce module-là. Si j'aurais par exemple une question, si j'aurais pour un module faire 2 actions, alors tout simplement on va créer le module 2 fois. Ok,
ok? Une fois, par exemple, pour faire la lecture, une autre fois pour faire l'écriture. Donc, chaque module, il a une action que je peux le faire dans ce module-là. Et lorsque je dis action écriture, genre, je veux écrire dans un fichier Excel, par exemple, je peux écrire plusieurs lignes, hein. Donc, c'est pas nécessairement une seule écriture ou bien une seule action. L'action, je peux le faire plusieurs fois. Donc là, par exemple, pour notre module, celui-là, je vais cliquer ici. Alors, vous allez voir que là, il va y avoir des informations qui viennent d'être affichées. Alors d'abord, toute information par rapport au module, j'ai toujours ici, là, ici, s'il y a une erreur ou bien quelque chose à remplir, je trouve toujours une notification ici. Donc là, c'est très important. Lorsque je clique là, je vois des informations sur ce module-là. Aussi, vous allez toujours un titre là. C'est un sous-titre ou bien voilà titre pour ce module-là que celui-là, je peux le changer. Vous savez, lorsque j'écris plusieurs fois un module dans un scénario, par exemple celui-là je le répète plusieurs fois, même si c'est la même action qui va récupérer donc par exemple le climat ou bien voilà la température, parfois dans un scénario, pour moi je veux le récupérer parce que je vais besoin par exemple de connaître une information bien spécifique. Alors du coup c'est très intéressant de renommer ce titre là. Le renommer, à quoi ça sert? Vous allez voir lorsqu'on commence à créer des scénarios de 50 modules, alors là c'est très important, surtout si un module se répète plusieurs fois, c'est très important de mettre un titre. Moi par exemple, lorsque j'écris surtout des modules pour les bases de données, à chaque fois, je mets un titre pour dire je suis en train d'intervenir sur quel champ. Donc, c'est très intéressant. Lorsque je regarde tout mon scénario, c'est lisible pour moi. Et donc, ça, c'est parmi les bonnes habitudes que je vous recommande. Sinon, ici, c'est le nom de module qui est en titre là en gras. Là, c'est tout simplement, c'est une numérotation pour ce module-là. La numérotation, elle n'est pas obligatoirement incrémentale. Ça veut dire que, ok, là maintenant, je vais créer un deuxième module. Normalement, automatiquement, il va avoir le numéro 2. Ok, si je vais l'effacer le numéro 2, j'ai créé un autre module, il va pas avoir le 2, il va avoir le 3, d'accord, et parfois, un module qui a un numéro 2, je ne l'ai pas supprimé, donc par exemple, je l'ai dupliqué ou bien je l'ai gardé ailleurs, et après, je peux le mettre après le module numéro 5. C'est pas l'ordre. Ça, ce sont des identifiants, tout simplement. Par rapport à chaque module, il y a un petit identifiant. Vous allez voir, il est très important cet identifiant-là. Pourquoi? Parce que lorsque je vais après lire ce qu'on appelle le flux de données, je peux savoir, surtout lorsque j'ai le même module qui est dupliqué, je peux savoir lequel qui vient de quel module. D'accord, ça c'est très important. Après, lorsque je vais lire en fait le flux et voir comment l'information va circuler, donc cet indice-là, ça va me permettre de revenir vers ce module-là et détecter en fait les informations envoyées par ce module-là. Ça c'est très important. Autre chose qui est très important, vous voyez là, il y a comme ça, comme une petite montre là qui s'affiche. Celle-là, elle s'affiche uniquement pour le premier module pour dire que voilà, c'est un module déclencheur. Ça veut dire que maintenant, si je crée un autre module, je ne vais pas voir ça. Alors, le module qui a ça, ça veut dire que c'est un module déclencheur et ça s'ajoute automatiquement dans mon premier module. Si je vais le supprimer, je peux le supprimer bien sûr en cliquant ici. Vous allez voir que là, lorsque j'y clique, je peux cloner, je peux voilà, copier pour le coller ailleurs, même dans un autre scénario. Je peux ajouter une note. Vous voyez cette note là, c'est comme cette note là ici, mais ça c'est une note spécifique à ce module là. Je peux le supprimer. Si je le supprime, voilà, ça reste toujours ici. Donc là, hop, je clique, je reprends la même chose. Donc là, c'est pour faire donc la lecture par rapport à mon module. Donc le module, lorsque je remets la souris ici, regardez, lorsque je clique, les paramètres de module ils vont s'ouvrir. Donc je sors, je clique, les paramètres ils vont sortir. Pour ajouter un autre module, je peux cliquer ici sur ce plus là, regardez, je peux cliquer sur ce plus, comme je peux cliquer ici ailleurs, voilà, et ajouter un autre module comme ça, regardez. Donc là, ça c'est un module, là je peux le supprimer. Voilà, donc dans cette vidéo là, on a montré juste qu'est-ce que c'est le module et quelles sont les actions qu'on peut avoir dans un module et comment créer tout simplement un module. Et là, je peux tout simplement donc pouvoir mettre à jour en fait et modifier en fait les informations. Vous voyez le ID là, je l'ai caché, mais c'est très important de laisser toujours le module, le ID de module affiché. Ça c'est très important. Regardez là, il a pris un autre numéro.
Donc si je vais le cacher, si je vais le renvoyer une autre fois, donc ça c'est le ID qui va suivre toujours mon module. Donc ça veut rien dire, ce n'est jamais l'ordre de l'exécution de ce module-là, mais c'est toujours tout simplement une information qui a un rapport avec les données donc de ce module-là. Je peux bien sûr donc rafraîchir, je peux bien évidemment donc manipuler quelques petites données là pour avoir un visuel un peu plus intéressant, hein, pour réduire par exemple les données, pour aussi bien augmenter la taille. Prochaine vidéo, on va essayer donc de manipuler ce module là et ajouter d'autres modules. Merci. Maintenant, on va essayer de paramétrer donc ce module là. Donc tout simplement, on va cliquer ici. Alors, vous allez trouver quelque chose de très très important, que là ici, il y a point d'interrogation pour donner help. Et ça, ce que je vous recommande toujours dans Make, chaque module que vous allez trouver, il y a toujours une page de description de ce module-là. Et c'est ce que j'apprécie dans Make, et ça va vraiment vous aider à faire et à exploiter toutes les actions donc de ce module-là. Surtout, il y a des imprimérants, comme vous le voyez. Il y a aussi, souvent on trouve des vidéos, voilà, qui nous montrent comment manipuler. Et surtout dans les connexions. Vous allez voir que là, par exemple, ça ne demande pas de connexion, mais d'autres modules qui demandent de connexion, vous allez trouver qu'on aura besoin de help de Make. Alors maintenant, je vais donc utiliser pour récupérer en fait, voilà, il me dit soit je mets le nom de la cité, soit je mets les coordonnées donc GPS. Hein, je vais juste sélectionner cité, et là, je vais taper tout simplement donc Paris. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué ici, en fait, automatiquement d'autres fonctionnalités, des fonctionnalités, voilà, donc on va les remettre, voilà, il y a des fonctionnalités ici algorithmiques. Ça, c'est pour ceux, bien évidemment, qui veulent faire des conditions. Et vous allez voir, lorsque vous ramenez la souris, il vous explique par rapport à chaque fonction comment ça tourne. Ça, c'est un petit peu, bien évidemment, un peu plus poussé vers donc l'algorithme. Il y a des personnes qui veulent faire donc un petit peu de la programmation. Là, les opérateurs logiques. Là, tout ce qui est aussi bien les keywords logiques. Il y aura aussi bien des fonctionnalités mathématiques pour arrondir un nombre, pour voilà, faire une somme. Il y en a aussi beaucoup de fonctionnalités qui sont appliquées sur le texte. Parfois, on a besoin, par exemple, de mettre en majuscule. Parfois, on a besoin juste de mettre en majuscule la première lettre. Regardez là, je mets cette fonction, je mets entre parenthèses le mot, il va mettre en majuscule la première lettre. Par exemple, là, celle-là, elle va rendre en majuscule tout le texte. En tout cas, il y en a énormément d'autres fonctions qui sont sympathiques. Celui-là, par exemple, MD5 pour crypter un code. Là, pour calculer la taille, voilà, d'un texte. En tout cas, il y en a plusieurs fonctionnalités. Là aussi, ce sont des fonctionnalités sur les dates. Là aussi, il y a des fonctionnalités, en fait, qu'on utilise pour les tableaux. ARIS, c'est les tableaux. Donc, voilà, pour manipuler des tableaux. Et là, bien évidemment, tout ce qui est les variables. Donc là, c'est lorsque j'utilise en fait les variables. Là, par exemple, ce sont des variables générales, donc qui sont donc dans mon système. Regardez là aussi, organization variable. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Alors, ces outils-là, en fait, pour le moment, on va pas les utiliser, mais c'est juste pour vous dire qu'à chaque fois que je clique, il y a toujours le help qui va m'aider. Alors ici, j'ai mis tout simplement Paris. Je suis intéressé de voir la météo de Paris. Donc là, je mets Paris et tout ce qu'il faut faire, je fais OK. Donc du coup, ce module-là, qu'est-ce que j'ai fait dans ce module? J'ai fait un paramétrage de ce module-là. Et moi, je veux par exemple là, exécuter ce module. Alors il y a de plusieurs façons. Soit je clique ici pour le faire tourner tout le scénario, et vu qu'il y a un seul module, donc c'est uniquement ce module là qui va être exécuté, ou bien tout simplement je vais cliquer ici et je vais lui demander de faire exécuter uniquement ce module là. Alors là, il y a deux notions qui sont très importantes. Lorsque j'exécute ce module là, on a ce qu'on appelle une opération. Ça va me coûter une opération. Vous vous rappelez que Make, il nous donne 1000 opérations par mois à exécuter lorsque on utilise la version gratuite. Lorsque j'exécute ce module-là, c'est une opération. Et généralement, l'opération, on l'appelle bundle. Le bundle, c'est que lorsque j'ai donc une information dans cette opération-là. Ici, notre système, il va récupérer quoi? Il va récupérer des informations de météo par rapport à cette région-là, Paris. Donc, du coup, j'ai un bundle qui contient température et tout ce qui va avec. Donc, c'est tout simplement un ensemble d'informations. Alors, imaginez que moi, j'en ai, 5 modules. Donc du coup, lorsque j'exécute mon scénario, cette information, voilà, elle va être passée au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. Donc du coup, chacun de ces modules-là, il va lui aussi faire une opération.
Donc du coup, le même bundle, il va donc parcourir ces 4 modules devant. Donc du coup, on a un total de 5 opérations à chaque fois que j'appuie en fait sur donc l'exécution donc de mon bundle. Ça veut dire à chaque fois que je clique ici, il va faire cette exécution là. Alors, autre information très importante, imaginez que ici dans mon module, je lui demande par exemple de me récupérer voilà les données pour 2 villes. Voilà, Paris, Londres. Donc du coup là, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, il va y avoir ce qu'on appelle, là, il va créer 2 bundles. C'est vrai que c'est une seule opération. Il va aller récupérer 2 bundles, ça veut dire il va me donner 2 données différentes. Et lorsque j'ai 2 bundles ici, tous les autres modules, ils vont être exécutés 2 fois. Ça veut dire que, voilà, Paris, avec les informations, ils vont être tournées, voilà, il va tourner jusqu'au 5e. Et ensuite, Londres, elle va être donc exécutée jusqu'au 5e. Ici, une seule opération, mais les 4, chacune va être exécutée 2 fois. Donc du coup, en total, j'aurai 9 opérations. C'est pour cela, ça c'est une petite remarque, lorsque je fais des tests pour créer par exemple un scénario, moi toujours ici, je demande à créer un seul bundle pour tester. Parce que lorsqu'on fait voilà l'automatisation, généralement on récupère plusieurs clients, on récupère plusieurs lignes dans notre base de données, dans notre Excel et tout, ou bien pour faire la prospection et tout, donc on récupère beaucoup de données. Donc généralement ici on fait l'exécution de plusieurs bundles. Mais attention, lorsque vous faites l'exécution de plusieurs bundles, c'est vrai que ici c'est une seule opération, mais tout ce qui va avec, il va être voilà, on va dire entre parenthèses facturé comme là, plusieurs donc opérations. Alors, pour économiser bien évidemment le nombre d'opérations que vous avez, c'est très important dans les tests, vous n'allez pas consommer plusieurs bundles. Vous pouvez faire plusieurs modules, il n'y a pas de souci sur ça, mais mieux, lorsqu'on fait un test, on fait uniquement une seule opération et avec une récupération d'un seul bundle pour que je puisse exécuter donc mon module juste une seule fois et non pas faire donc 2 exécutions pour voilà dupliquer le nombre d'opérations. Voilà, ça c'est la première remarque. Ce sont 2 notions très importantes. Opération, bundle. Opération, c'est le fait d'exécuter un module. Bundle, c'est que si le système récupère par exemple des données, même s'il y en a plusieurs données, ça s'appelle un seul bundle. Par exemple, là, il peut récupérer plusieurs données pour Paris. Température, localisation, vitesse de vent, tout. Mais si je lui demande, par exemple, de chercher Paris, Londres et tout, donc du coup, il va aller chercher plusieurs données par rapport à plusieurs villes. Donc du coup, on parle de plusieurs bundles. Et là, c'est ici une seule opération, mais à partir de là, l'information va être envoyée de cette manière-là. Ok. Donc là maintenant, je vais tout simplement exécuter. Donc je vais cliquer ici. Voilà, donc ça s'exécute. Alors ça c'est très important. Maintenant vous devez comprendre en fait un concept très important. Vous allez voir que là ici, il vous donne l'heure donc et la date donc là de l'exécution. Vous voyez au début donc il vous dit que vous avez fait exécuter. Là a été donc finalisé, initialisé, accepted. Donc du coup là, il y aura tout simplement donc des informations ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle votre log. Parce que lorsqu'il y a une erreur, en fait, voilà, il va vous montrer ici qu'il y a un blocage et vous allez voir un message en rouge. Autre chose, vous allez voir ici, regardez l'exécution avec succès de ce module, donc ça donne en V vert comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un blocage, bien sûr, ça va être en rouge. Et toujours ici, regardez là, ici, je peux suivre en fait les informations et voir le transfert d'informations. Donc c'est très important cet espace-là et cette partie-là. Parce que parfois, lorsque notre système il est bloqué, ok, on peut lire le message d'erreur parce que le système il va vous donner un message d'erreur, mais le plus important, pour pouvoir résoudre le message d'erreur, il faut cliquer ici pour voir les bundles, pour voir, voilà, la circulation de l'information. Est-ce que le système il a pu récupérer ou pas? Peut-être qu'il a récupéré mais ce sont des informations vides. Peut-être que ces informations-là ne sont pas transférées correctement au module suivant. Donc je vais au module suivant pour voir les bundles qu'il a reçus. Très important ces notions-là et cette façon correcte de lire en fait sur votre make. Donc c'est pour cela qu'on investit à vous expliquer donc le déroulement donc de notre mécanisme, de notre fonctionnement. Une fois que vous avez compris le fonctionnement de ces modules-là, vous allez tout simplement apprendre à faire tourner donc le système. Alors ici, donc vous allez voir que il y a ici donc des données par rapport donc à votre information. Ça c'est très important. Alors, dans opération, comme vous le voyez, c'est une
une seule opération qui contient un seul bundle. Ça c'est un. 2, il vous donne la taille en fait combien ça coûtait donc cette opération là, donc vraiment c'est très très petit, hein. C'est presque avec une taille minuscule, hein. Donc c'est en bits, donc vraiment c'est très très peu, donc ça consomme pas en fait la récupération de texte, ça fait pas une consommation par rapport à votre 512 mégas. Ok, alors là vous avez quelque chose qui s'appelle input. C'est quoi input? C'est que le module, qu'est-ce qu'il a reçu comme requête, comme information. Et ça c'est important de lire, parce que parfois on a un module qui tourne pas correctement. Pourquoi? Parce que tout simplement il n'a pas trouvé ou bien reçu les informations correctes, parce que ces informations là ici, c'est vrai que moi je l'ai écrit ici comme ça par rire, mais parfois les informations je les récupère d'un autre module, donc du coup je dois lire, voir donc comme input, est-ce que mon système il a reçu toutes les informations nécessaires ou pas. Ça c'est important, c'est ce qu'on appelle le input. Et parfois le input, comme notre cas aujourd'hui, c'est moi qui ai tapé le input, donc du coup je dois vérifier s'il a bien fait la lecture de ces inputs. Ensuite, on a le output. Le output, ça veut dire que le système, qu'est-ce qu'il a envoyé? Ça veut dire là, il a essayé d'exécuter, il nous a envoyé des informations. Et donc du coup, là, je peux voir ces informations-là dans ce bundle-là. Vous allez voir, si j'en ai plusieurs informations à retourner, ils vont être sous format de plusieurs bundles. Soit en input, je vais trouver bundle 1, 2 et tout. Soit en output, je vais trouver de cette manière-là. Et là, bien sûr, le output, ça diffère d'un module à un autre. Chaque module est là son output. Il y a des modules qui vont me faire sortir voilà, plusieurs textes, parfois des adresses email, des noms de site et tout. Celui-là, il va me envoyer voilà, température, atmosphérique, l'air, humidité, voilà, en fait, voilà des informations en fait, par rapport au statut, voilà, clouds, par rapport à la date. Il vient même de m'envoyer une icône, quoi. Voilà, une icône par rapport peut-être à l'emplacement ou bien à l'outil. Donc ce sont des données. Parfois il y a des données qui sont cachées ici. Voilà, voilà, ça c'est par rapport donc à la vitesse, donc du vent. Voilà, il me donne la vitesse, le degré. Les coordinates, donc là, voilà, par rapport à la localisation, voilà, par rapport à Paris, il vient de me donner des données géographiques. Donc du coup, voilà. Là, ici, j'ai tout simplement récupéré des informations dans Output. Et ça, c'est très important. Donc, cet espace-là qui vous donne le input, qui vous donne le output, les bundles, ça me permet de voir la circulation de mes informations. Et ça, bien évidemment, ce qu'on appelle le map, en fait, parce que les données, en fait, elles circulent d'un module à un autre. Chaque module, il crée ou bien il récupère des données, ou bien il fait traitement sur des données. Après, il va les envoyer au module suivant, et etc. Bien évidemment, le module suivant, il va envoyer au module le nouveau module. Parfois, on peut mettre des conditions. Si voilà, il y a une température supérieure à 20, je peux l'envoyer à un module spécifique. Si inférieur à 20, je peux faire d'autres actions et lui envoyer à d'autres modules. Donc après, c'est ça ce qu'on appelle un scénario. Donc je peux ajouter des conditions, je peux ajouter d'autres outils pour améliorer donc l'existence de mon module. Donc vous voyez donc là, dans cette vidéo-là, on a vu un petit peu lorsqu'on fait un module, lorsqu'on fait le paramétrage, là, il nous donne des données. Maintenant, ces données-là, on va essayer de voir dans la vidéo suivante comment je peux les traiter, comment je peux les envoyer à notre module et comment je peux faire la création tout simplement de ce nouveau module. Merci et à tout de suite. Maintenant, on va voir comment on peut ajouter d'autres modules. Donc vous allez voir que là, ici, il y a plutôt deux façons de le faire. Soit on va cliquer ici sur ajouter un module, soit tout simplement on va venir ici dans le vide et cliquer bouton droit pour faire ajouter un autre module, ou bien là faire coller un module qu'on a déjà copié, parce que tous les modules en fait il y a la possibilité de faire tout simplement les cloner, comme vous le voyez là. Je peux même aussi donc les copier. Donc lorsque je fais copier là et je viens pour faire coller, voilà, vous allez voir, bien sûr il faut vous donner l'autorisation pour faire coller ce module là qui était dupliqué, si vous voulez, il s'affiche de cette manière là. Bien évidemment, vous avez remarqué que là il va y avoir donc son propre identifiant qui est différent de cet identifiant là, mais il va pas avoir donc le signe qu'il soit le déclencheur. Alors ce module là, si je vais tout simplement donc le prendre, je peux bien sûr le récupérer ici. Alors vous allez pouvoir donc le connecter de plusieurs façons. Donc là je vais le déconnecter. Alors la première chose, je peux le faire approcher ici, là, voilà, donc du coup il va être connecté, voilà, ça se connecte,
Voilà. Ou bien, je vais le mettre là ici et je peux tenir ça comme ça et hop, le faire de cette manière-là et du coup, il est connecté. Donc ça, ce sont les différentes façons avec lesquelles je peux connecter un module. Bien évidemment, si j'ai cliqué ici dès le début pour créer un module, il va être créé et connecté d'une manière automatique. Donc ça, c'est la façon. Alors rappelez-vous qu'on a parlé en fait donc de l'auto-alignement, donc qui est une fonctionnalité proposée par Make. Et donc lorsque je clique ici, vous allez voir, je vais avoir de cette manière-là la lecture gauche à droite, donc d'une manière très très propre. Donc là, c'est la façon avec laquelle donc je peux bien sûr le déconnecter, comme vous le voyez là. Donc là, il est déconnecté. Et je peux tout simplement donc le connecter en tenant cette extrémité là, on va la mettre vers cette extrémité et donc du coup mon module il est connecté. Voilà, donc ça c'est comment créer un module et le connecter à mon système. Vous avez remarqué aussi, si je ne connecte pas, il y aura toujours donc ce message là qui vous dit que ce module là n'est pas connecté à d'autres donc data et c'est très important. On peut pas dans un scénario avoir un module qui n'est pas connecté à un module qui est comme ça donc sans aucune connexion. Tout le principe de scénario, c'est avoir toujours une connexion entre ces modules là. Nous allons essayer de connecter Google Sheets. Donc là, j'ajoute donc mon module. Donc je vais taper tout simplement Google. Et vous allez voir que là, il va essayer de me proposer donc dans sa base les produits donc du Google. Donc là, il est en train de chercher parmi donc les modules existants celle de Google. Voilà, j'ai la liste. Bien évidemment, je vais essayer de sélectionner Google Sheets. Donc voilà, je clique ici et là, il va me proposer en fait quelles sont les data ou bien les actions que je suis intéressé de le faire. Alors comme vous le voyez là, j'ai plusieurs donc actions. Donc les actions, il y en a seule donc d'écriture, comme l'ajout, la mise à jour, effacer voilà une ligne, soit l'effacer de manière à effacer son contenu ou bien effacer la ligne entière. Comme aussi il y a la récupération aussi des données, get. Donc là il va récupérer ici soit une ligne, soit une cellule spécifique. Je peux ajouter bien sûr un nouveau sheet par rapport à un document sheet. Là il y a toutes les actions que je peux le faire grâce à ce module là. Et bien évidemment il y aura aussi donc les actions de recherche. Ce qui est intéressant avec Make, comme toujours, il y aura ici le help donc qui s'affiche ici, qui me permet aussi de découvrir les fonctionnalités dans un tuto YouTube gratuit qui vous montre de A à Z comment connecter Google Sheet. Alors ici pour moi, je veux par exemple récupérer des données ici et je veux les mettre, l'ajouter dans une page donc de Google Sheet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc sélectionner Add a row, donc ajouter une ligne. Vous allez voir là, il va vous expliquer, il vous dit que là, on va ajouter tout simplement une ligne dans une table spécifique. Donc je clique sur Ajouter. Et première chose qui est demandée ici, c'est pour cela que là, c'est en rouge, parce qu'il y a un problème, bien évidemment. Et c'est quoi le problème? Qu'il faut tout simplement connecter notre compte Google avec donc Google Sheet ici. Il faut savoir que là, c'est très important. Tous les modules aujourd'hui existants sur Make, ils ont ce qu'on appelle le Online Help. Et là, lorsque je clique ici, vous allez voir ça va me permettre d'avoir exactement les étapes à faire pour faire la connexion de mon compte Google avec donc le Make. Et là bien sûr il va me montrer étape par étape comment faire, donc comment j'ajoute, comment je fais en fait l'ajout de l'extension, comment je fais ces connexions là. Et ça c'est très 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 important, ça va m'aider en fait à manipuler tout simplement donc notre outil. Alors pour moi, qu'est-ce qu'il m'intéresse? Pour moi, il m'intéresse tout simplement à connecter mon Google avec Make pour pouvoir écrire dans un fichier Google Sheets. Et pour le faire, c'est très simple. Donc là, il me montre comment je fais. Il me dit donc de chercher la connexion, de se connecter après sur Google et de faire ce qu'on appelle une autorisation. On va essayer de l'appliquer. La même chose quoi. Le même concept. Chaque module en fait il a des étapes à suivre lorsqu'on va faire la connexion. Parfois c'est des étapes simples, parfois il faut copier des codes comme les keys, ce qu'on appelle public key, private key. Ça c'est pour rapport en fait à donner les autorisations aux API. Et ça c'est très important, c'est pour cela que moi je répète toujours, Make, il fallait vraiment suivre son help. Le help de Make, il est précieux, il est très intéressant, il est bien fait, il est bien expliqué.
Pour ceux bien évidemment donc qui sont là et qui veulent voir donc par exemple le help donc à une autre langue, c'est très simple, vous venez ici au milieu, vous cliquez et vous faites traduire en français. Vous allez voir que voilà, toute la page va être traduite en français. Et généralement lorsque vous voyez des images comme ça, lorsque vous cliquez, vous allez voir, ça va s'agrandir. Et parfois ils sont animés, ça veut dire ils sont en extension GIF que vous pouvez voir carrément la manipulation. Et ça c'est très très important. À part que parfois on peut trouver des vidéos. Alors première étape moi que je vais faire, je vais cliquer sur Create a Connection. Donc là je vais le connecter avec un compte Gmail de test que j'ai créé spécialement pour cette formation là. Donc là je vais cliquer et vous allez voir, il me dit c'est quoi le nom de la connexion. Alors par défaut, il va vous mettre voilà le nom du module. Alors moi, ce que je vous conseille, ne pas le changer. Mais parfois, ça nous arrive qu'on a plusieurs comptes Gmail. Parce que à chaque fois, un scénario, on veut le faire voilà, spécialement pour un compte spécifique. Et parfois, on a besoin de travailler sur des comptes pour des clients. Par exemple, on veut voilà, faire une connexion pour un client, ou bien un membre de l'équipe et tout. Alors c'est pour cela que je vous conseille ici de ne pas faire des numérotations. Ça veut dire 2, 3, 4, 5, parce qu'à un certain moment, vous allez voir que vous n'allez pas, ou bien vous n'allez plus trouver en fait comment faire donc ces connexions là. Et parfois on a besoin voilà de chercher une connexion par rapport à un Google Sheet qui existe sur un compte 1. Par défaut on a fait une erreur de mettre le compte 2 et vous allez voir les conséquences que votre scénario, vous allez dire mon scénario n'est pas en train d'écrire. Et ça c'est ce qu'un petit peu on trouve dans les forums, que les gens ils se bloquent dans des créations de scénarios. Pourquoi? Parce que réellement son scénario il fonctionne correctement, le flux de données il passe très très bien, mais l'écriture ne se fait pas dans le bon fichier Google Sheets ou bien pour un autre exemple, par exemple pour une page Facebook. Pourquoi? Parce que tout simplement il est connecté sur autre chose. Il a une bonne connexion correcte, l'information elle passe mais sur un autre fichier, sur un autre compte pour voilà autre chose. Donc c'est très important, le nom, j'insiste, qui doit être clair et simple. Si par exemple là je veux faire voilà le test pour mon compte Google formation de test, donc là je peux tout simplement effacer ça, allez, et faire voilà my Google formation. Comme ça je me rappelle, voilà c'est le compte de ma formation. Voilà. Il y a aussi la possibilité d'afficher en fait donc des détails en fait ici pour faire le ID client, le ID secret. Moi ce que je vous recommande au début, ne pas faire ça et cliquer sur se connecter avec Google pour tout simplement suivre l'étape automatique. Donc comme je vous ai dit, tout dépend de type de connexion. Il y en a ceux qui n'ont pas cette option là, que tu es obligé de faire, de chercher le code ID, et bien sûr pour les trouver, il fallait tout simplement revenir ici dans le online help donc de Make pour qu'il vous montre comment vous récupérer ces codes là. Alors c'est parti, pour moi c'est simple, je vais tout simplement cliquer ici sur le compte de test pour faire cette connexion. Donc là le système il vient de m'ouvrir donc une nouvelle page, comme quoi il va demander en fait donc une autorisation, il me demande de sélectionner donc le compte. Donc je prends ce compte de test là, je vais tout simplement cliquer ici pour tout simplement l'accepter. Et là, il me dit, voilà, est-ce que je peux avoir donc la possibilité d'afficher, modifier, créer, supprimer des fichiers dans Google Drive? Parce que réellement, en fait, les fichiers Google Sheet, ils sont quelque part donc dans un espace de Google Drive. Donc du coup, il va avoir la main sur Google Drive, il veut avoir la main sur tout ce qui est les produits de feuilles de calcul de Google Sheets. Et c'est ce qu'on a besoin. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement lui donner l'autorisation. Voilà, donc là, il faut cliquer tout simplement ici pour recevoir donc cette autorisation. Donc du coup, là, je clique sur autoriser. Voilà, automatiquement maintenant, l'autorisation, elle est faite. C'est-à-dire que là, maintenant déjà, je viens de recevoir un email comme quoi j'ai donné l'autorisation à ce fichier-là, mais pour manipuler donc mon Google Drive. Et du coup, j'aurai tout simplement à remplir quelques informations et quelques données. Première information, il y a ce qu'on appelle choose méthode. En fait, là, je laisse toujours select by path. Donc là, du coup, pour que je puisse entrer, sélectionner le dossier en question. Et là, il me dit, voilà, est-ce que vous voulez chercher les informations sur votre Google Drive? Je lui dis oui, parce que parfois, je peux avoir un autre Google Drive partagé pour quelqu'un d'autre, que moi, j'ai l'autorisation. Bon. Pour nous, c'est pas le cas. Donc là, je vais tout simplement cliquer ici. Il y en a ceux qui prennent Shared with me, donc d'autres dossiers qui ont été partagés avec vous. Moi, je vais chercher sur My Drive. Et vous allez voir, lorsque je clique sur Choose a File, tout simplement, il va entrer dans Google Drive
pour voir s'il y a un fichier Google Sheets là où je peux tout simplement travailler, récupérer les données et installer. Normalement, lorsque je clique ici, ça va rien trouver parce que le dossier il est vide. Voilà, regardez, le dossier il est vide. Alors comment faire? Tout simplement, là je vais ouvrir avec vous donc le Google Drive et je vais vous montrer tout simplement comment je vais créer un fichier que je vais le trouver ici lorsque je clique sur actualiser. Et donc du coup, là je suis sûr qu'il y a une bonne connexion entre Make ici et mon Google Drive. A tout de suite. Voilà, donc maintenant on va travailler pour créer un fichier ici pour qu'il soit détecté là, pour que je puisse tout simplement transférer les données ici jusque là. Alors vous allez voir que là on a reçu un email, et bien évidemment lorsque je fais la demande donc de connexion, là sur la boîte email de test, Make me dit voilà, donc je reçois un email officiellement donc de Google pour me dire que voilà il y a une nouvelle donc connexion de cet outil là qui s'appelle Make. Ça pour confirmer que voilà que tout va bien jusqu'à maintenant. Alors comment je vais faire? Tout simplement, je vais partir sur Google. Vous allez voir que là-haut, en fait, vous allez les 9 points. Donc, je vais tout simplement cliquer ici. Je vais aller à Drive. Je peux bien sûr aller directement vers Google Sheets. C'est possible de le faire, mais moi, je vous montre vers Drive parce que là, après, il y a la possibilité de créer énormément d'autres fichiers, des fichiers doc pour voilà donc du texte. Je peux créer du fichier en fait PowerPoint. Donc, il y en a plusieurs types en fait de fichiers que je peux créer à partir de Google Drive. Alors pour moi, je suis intéressé par donc le Excel, donc ça c'est très important. Donc je vais cliquer sur Google Sheets, voilà, et vous allez voir là vient de m'ouvrir donc un fichier Google Sheets. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais donner un nom à ce fichier là. Je vais l'appeler feuille de formation, voilà, feuille de formation test. Voilà, ça c'est ma feuille, ok. Et bien évidemment, donc ici, dans la première feuille 1, bon je vais laisser feuille 1, il n'y a pas de souci. Et là, je vais tout simplement enregistrer les informations. Bien sûr, je peux faire un header. Ça veut dire quoi header? Donner de nom ici à mes colonnes. On peut le faire si vous voulez. Donc par exemple là, on peut revenir plutôt ici. Je vais cliquer ici pour voir en fait les différentes données qu'on peut les récupérer ici. Allez, on va prendre par exemple température. Ça, ici, je vais le mettre là. Voilà, dans le A, par exemple, température. Ça reste toujours un exemple, mais après, atmosphérique, par exemple. Après, vous pouvez bien sûr ajouter le nom de la ville et tout ça. Tout ça, ce sont des données que je peux les récupérer automatiquement, bien sûr. Je peux aussi donc ajouter air, humidité, par exemple. Voilà, troisième information. Et je peux ajouter une dernière information. Allez, on va prendre le statut. Ok, donc là, on prend le statut. Donc du coup là ici qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement donc un header, c'est-à-dire donc tout simplement en haut de la page. Je vais par exemple le mettre en gras. On va le séparer un petit peu de cette manière-là, mais après bien sûr c'est juste pour bien voir ensemble en fait la manipulation. Je vais le faire par exemple comme ça. Voilà, ça c'est tout simplement ma table. Ok, je vais faire ça de cette manière-là. Voilà, j'ai mon fichier, il est prêt. L'avantage, bien sûr, l'enregistrement, comme vous le voyez là, se fait automatiquement sur Google Drive. Donc, j'ai pas à enregistrer quoi que ce soit. Donc, ça s'enregistre automatiquement. Ok. Maintenant, déjà, même si j'actualise ici, donc je dois actualiser normalement. Alors, on va actualiser ici. Normalement, le nom de fichier doit être mis à jour. Voilà, feuille de formation test. Très bien. Alors, je reviens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais revenir à mon module. Vous allez voir, lorsque je clique ici, je clique sur actualiser celle-là. Voilà, il est en train d'actualiser. Normalement, voilà, il vient de détecter le fichier en question. Donc là, je clique sur le fichier. Et là, il me dit, bien sûr, la feuille. Donc moi, je vais travailler sur la feuille 1. Voilà. Il me dit, est-ce qu'il y a un header? Bien sûr, nous on vient de créer un header parce que parfois on peut ne pas créer. Donc là, on a la liberté. Donc je lui dis oui. Vous voyez là, le nom de colonne, il a détecté le header, il m'a donné les informations. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire une connexion du Make avec donc l'outil Google Sheets. Vous allez voir, lorsque je vais ouvrir en fait cet onglet-là, bon, on va fermer ça. Lorsque je vais ouvrir cet onglet-là qui s'appelle Connection, vous allez voir dans les connexions, ici, je vais faire apparaître ma première connexion qui est Google ou bien
c'est la première, mais après si vous avez d'autres connexions, ils vont être là ici nombreuses connexions. Je peux bien sûr donc faire supprimer, quand je peux faire encore donc la vérifier ou bien refaire l'autorisation. Donc ça c'est pour donc la connexion de Make avec Google Sheets ou bien Google Drive d'une manière générale. Merci. Alors dans cette vidéo-là, on va essayer de transférer tout simplement les informations, le flux, donc du bundle qu'on a reçu ici en output, on va le rendre ici en input. Donc c'est très important, ces données-là, ils vont être de input. Mais cette fois-ci, on va pas les mettre d'une manière manuelle, c'est ça donc l'intérêt de l'automatisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir que là, lorsque je vais cliquer ici, il va y avoir une fenêtre qui va sortir. Là, il va me donner le flux de données de tous les scénarios. Pourquoi je dis tous les scénarios? Ici, il y a un seul module qui est juste avant nous, mais imaginez qu'il y a 5 ou 6 modules avant. Bien sûr, je vais les voir ici. Parce que même à partir d'un module qui est très loin, je peux récupérer ces données et les mettre ici dans ce module-là. C'est ça l'intérêt en fait de ces identifications-là, ce numéro-là. Surtout lorsque j'aurai deux modules identiques, leur numéro il est différent et là je peux savoir l'information de quel module j'aurai besoin. Alors regardez, je clique. Dès que je clique, hop, là, je vais recevoir, normalement ici, je devais avoir plusieurs modules. Le module qui m'intéresse, bien sûr, attention, on a dit avec l'identifiant, il faut aller vers l'identifiant qui est celui-là. Je clique et vous allez voir que là, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait le bundle, voilà l'information. Si on a deux bundles, bien évidemment, je vais avoir deux informations comme ici qui vont être affichées. C'est ça l'intérêt en fait des bundles. Ici, j'ai un seul bundle qui contient une information. Donc là, j'ai ces données-là. Alors, ce qui est intéressant pour moi, parce que j'ai fait tourner, ça c'est très important, moi j'ai fait tourner une fois ici. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça tourné, il a rempli les informations. Parce que si je n'ai pas fait ça, si je n'ai pas fait tourner pour la première fois, vous allez voir lorsque je clique ici, je ne vais pas voir les données ici, écrites en gris. Je ne vais pas les voir. Je vais voir juste ces variables-là. Donc, une astuce que je vous communique, lorsque vous êtes en train de travailler votre scénario, essayez de temps en temps d'exécuter le scénario pour que le flux d'informations tourne. Pourquoi? Parce que lorsque je vais les voir ici, je vais mieux les comprendre. C'est très intéressant. Tu vois, là, lorsque je les vois, par exemple, là, je comprends que cette variable-là ne contient pas d'informations. Ici aussi, Wint, toute seule, ne contient pas. Les coordonnées aussi ne contiennent pas. Parce que ça, je peux la sélectionner. Mais ça ne va rien donner. Les données sont juste en dessous, dans ces variables-là. Par exemple, température, si je veux la récupérer, regardez, il suffit que j'appuie une fois et hop, elle est prête. Vous voyez, même avec la couleur et tout, c'est très très important. Et là, ça veut dire que l'information, elle va passer sans aucun problème. Maintenant, je clique ici sur atmosphérique et hop, je prends. Je clique ici sur Air Humidity. Donc je cherche, elle est où? Hop, 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 hop. C'est là, voilà, je prends. Et là, statut, je clique ici. Voilà, je prends statut et voilà, donc là, j'ai récupéré les données. Bien sûr, cette interface-là, elle change, tout dépend du module, mais ces données-là que je récupère, voilà, je les récupère de cette manière-là. Les autres colonnes, j'ai rien à mettre dedans, donc je vais les laisser vides, on n'est pas très intéressé par rapport à ça. Unformatted, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information, lorsqu'on va la récupérer, on va la mettre comme elle est, d'accord? On va pas la formater, parce que si je clique ici, il va formater l'information. Et moi, je ne cherche pas à formater l'information, je vais laisser l'information comme elle est. Et je parle là le formatage en fait de la forme de, par exemple, si tu reçois des chiffres, il va les transformer en des lettres. Par exemple, le chiffre 1000, s'il va le formater, elle va plus avoir le type nombre, il va être avec le type texte. Mais le formatage, on n'aura pas besoin pour le moment. Je peux aussi, si vous voyez là, il y a encore une option pour afficher d'autres options. Si je clique là, il n'y a pas d'autres options, mais souvent dans les modules, oh, voilà, il vient de les afficher ici, donc il peut vous donner aussi d'autres informations que vous voulez faire. Par exemple, là, les informations des data, vous voulez ajouter une nouvelle ligne ou bien écraser une ligne existante. Override, ça veut dire qu'il va remplacer une ligne. Bon, pour notre cas, on ne va pas faire de update, on va faire des nouvelles créations. Donc carrément, cette nouvelle option-là, je ne vais pas l'activer. Attention, il faut appuyer sur OK, sinon les informations ne vont pas être enregistrées. Donc là, j'appuie sur OK. Qu'est-ce qui va se passer? Ce module-là vient d'être paramétré avec les informations qui sont ici. Bien évidemment, pour que je puisse exécuter, il faut que je clique ici pour que l'information va être exécutée une deuxième fois pour avoir l'enregistrement. On va tester ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je vais exécuter mon scénario. Merci et à tout de suite. C'est parti, donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement exécuter mon scénario pour que les informations s'envoient ici.
et pour que, bien évidemment, je veux les enregistrer là. Alors c'est simple, ce que je vais faire, je vais tout simplement appuyer ici sur Run Once. Ici, ça va être exécuté une seule fois, donc je clique. Bien sûr, je vais consommer une opération, deux opérations. Et là, l'information, elle sort d'ici, elle part là. Attention, je clique ici pour voir le input. Donc, on l'a laissé par ici. Là, c'est les données, en fait, qui les a récupérées. Et attention, je peux cliquer sur ici 1 pour voir le input et le output. Attention, le input, c'est quoi? Donc, le input, il a dit qu'il a sélectionné Drive, Google Drive, va travailler sur la feuille 1. Ça, c'est le ID de feuille, hein, c'est le code ID, la référence de cette feuille-là. Il y a un header, et là, il veut insérer une ligne, et bien évidemment, la value input option, donc user entered. Alors, maintenant, au niveau de output. Alors l'output, il a fait quoi? Il a tout simplement travaillé sur la même feuille, c'est celle-là avec la même référence. Il a ajouté, voilà, dans la table, donc dans cette colonne-là. Et attention, je vais cliquer ici pour voir les updates. Donc du coup, il a update 4 colonnes, une ligne, 4 cellules. Et le nombre donc retourné de lignes, il est égal à 2. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici et voir. Voilà, l'information vient d'être ajoutée ici. D'accord? Donc la mise en forme, bien sûr, elle a récupéré la mise en forme de l'entête, mais ça, c'est les données qui viennent de les récupérer. On va ici une autre fois. Alors là, ici, je vais cliquer là, je vais changer, là, on va mettre... Bien sûr, là, je suis en train de faire un mécanisme simple, basique, parce que pour l'automatisation, généralement, ces données-là, on peut les récupérer à partir des bases de données, on peut les récupérer à partir, en fait, d'autres informations, à partir de l'adresse IP de notre interlocuteur, ou bien de notre visiteur sur le site et tout. Donc là, je vais, par exemple, là, essayer, par exemple, mettre London, voilà. Et du coup, je vais tout simplement faire OK. Alors, on va exécuter une autre fois. Donc, normalement, là, il va travailler sur la deuxième ligne, la ligne suivante. Hein, donc, c'est voilà. Donc, le numéro de la ligne, c'est 3. Ce n'est plus la même ligne. Ça, c'est très, très important. Donc, du coup, je vais aller ici, dans la page. Et voilà. Donc, ça, c'est les deuxièmes informations qui viennent d'être faites. Là, la température à Londres, c'est 21,08. À Paris, 22,7. Voilà. Donc, notre scénario, il est exécuté. L'information, elle a fait son mapping, hein, de sortir ici le input-output. Et là, c'est là un autre input qui est entré ici. Et là, un autre output. Et l'information, donc, elle est terminée avec succès ici. Mon premier scénario vient d'être passé correctement comme il faut. Merci. Alors maintenant, dans cette vidéo-là, on va travailler sur ce qu'on appelle un routeur. Un routeur, c'est quoi? C'est tout simplement une fonctionnalité. Lorsque je récupère les données d'un module 1, je ne vais pas tout de suite les envoyer sur le module 2, mais je vais l'envoyer sur module 2 et aussi, attention, je veux aussi les envoyer à un autre module. Donc l'information va être envoyée là, et il va être envoyé aussi, voilà, encore ici par exemple pour un autre module, pour que voilà, il y aura d'autres exécutions. Donc c'est le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les données, les informations, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, voilà, envoyer ces données-là un petit peu ici, la même information, elle va être envoyée ici et elle va être aussi envoyée de la même manière ici. Donc du coup, c'est très intéressant de faire et de travailler avec les routeurs parce que grâce au routeur, je peux bien sûr développer mon scénario. Alors les routeurs, c'est quoi? Vous allez trouver ici dans Tools, déjà là, l'icône de routeur. Je peux cliquer ici, voilà, je peux ajouter un routeur. Donc voilà, ça c'est mon routeur, ok. Il peut être connecté là, il peut être connecté ici au milieu. Comme aussi, donc je vais l'enlever. Le routeur, vous voyez là, je peux cliquer ici. Donc sur cette icône là, vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui s'appelle Added Router. Donc du coup là, je vais lui demander d'ajouter un routeur. Donc là, donc on va aligner ici. Le routeur, il permet d'envoyer la donnée, l'information ici à tout simplement à mon Google Sheets. Donc là ici sur ce module là. Et attention, je veux qu'il envoie aussi un autre module. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici sur plus. Et voilà, là, il me permet aussi d'envoyer l'information. Attention, ici, c'est la même information qui va être envoyée ici. Donc là, je n'ai pas fait des filtres, je n'ai pas fait des conditions. La même information, elle vient ici. C'est ça le routeur. Je peux ajouter encore plusieurs autres modules. Hein. Donc, il y a une infinité de modules que je peux les ajouter sur le routeur. Pour moi, je suis pour le moment intéressé juste d'ajouter un seul routeur. Donc, c'est ça la fonctionnalité de le routeur qui est très important dans notre scénario. Donc là ici on va créer en fait un nouveau module qui est Slack. Donc Slack en fait c'est un module. Voilà, il suffit tout simplement d'écrire ici donc Slack. C'est un module qui permet de se connecter au logiciel Slack. C'est un logiciel comme WhatsApp. Il nous permet en fait tout simplement de récupérer
donc des notifications sur le téléphone ou bien voilà sur l'ordinateur, sur tablette et tout, très utilisé dans le monde donc professionnel. Donc si je prends ici donc Slack, vous allez voir qu'il y aura plusieurs actions que je peux le faire. Donc il y aura des actions en fait de recherche de messages, de lecture des chaînes, la création de messages, on peut télécharger des fichiers, on peut effacer des fichiers, on peut rejoindre donc des channels. Les channels en fait ce sont des canaux. Je vous montre ici un exemple donc d'une page Slack. Ça c'est une page Slack de test. Tout simplement ici vous allez voir qu'on a plusieurs canaux. Alors les canaux c'est que je peux entrer ici dans ce canal là et voilà inviter voilà des collaborateurs et on peut faire une discussion ici comme un groupe sur WhatsApp. Et du coup, si j'ai des automatisations qui tournent, qui fonctionnent, ils vont envoyer des messages sur des chaînes spécifiques. Et ça, moi, j'utilise énormément à chaque fois que voilà une automatisation qui fait par exemple une prospection, qui envoie un email à un client, qui fait une action importante, je reçois une notification. Donc du coup, nous, on va la laisser ici. Voilà, on va essayer d'envoyer un message qui contient tout simplement les informations de la météo. Donc l'information de la météo, elle va être envoyé à Google Sheets et aussi à Slack. Bien sûr, j'aurai besoin de créer une connexion. Vous avez bien sûr donc sur Google, sur Make en fait tous les détails avec une explication très intéressante comment voilà donc récupérer en fait ou bien faire la connexion entre vous et donc tout simplement et Slack. Alors pour le faire, on va le faire tout de suite ensemble. Donc on va cliquer ici sur Create a Connection. Le Help c'est toujours ici, Online Help, donc pour que vous puissiez tout simplement avoir de l'aide. Je clique sur la connexion. Type de connexion, on va utiliser donc Slack User. Et là, on va laisser ce nom-là donc à Slack et on va cliquer sur Save. Donc du coup, là, il va y avoir une connexion. Là où il va ici tout simplement donc de se connecter à ce qu'on appelle un espace de travail. Alors ce que je vais faire moi, je vais tout simplement donc on va ici plutôt donc de créer un compte Slack. Donc je suis sur le slack.com. Je peux m'inscrire tout simplement avec Google. Donc je vais utiliser donc l'adresse email de test. Voilà. Ça c'est une adresse email. Donc juste pour tester, on vient donc de créer un compte donc Slack. Voilà, donc le compte Slack vient d'être créé. Et vous allez voir que là, je vais créer ce qu'on appelle donc voilà un espace de travail. Donc là, je vais cliquer pour créer un espace de travail, là où je peux créer des canaux, je peux voilà discuter avec donc des collègues et bien sûr recevoir des notifications automatiques. Donc Slack, comme on a dit, il est utilisé dans le monde d'entreprise et c'est beaucoup plus simple en fait que l'utilisation de WhatsApp. Donc là, ici, c'est beaucoup plus orienté vers partage de fichiers, vers des discussions donc de chat professionnel. Donc du coup, on va donner juste un nom. Donc là, on va l'appeler formation. Donc formation.make. Donc ça, c'est mon espace donc de travail. On va donc essayer de faire passer ça. Bon, je peux mettre une photo si je veux, sinon, ou bien plutôt, on peut, voilà, en tout cas, on peut en fait ajouter des emails, inviter des personnes en fait pour rejoindre en fait notre système. Sinon, je peux ignorer cette étape-là, comme vous le voyez. Donc là, je peux cliquer pour ignorer cette étape, passer cette étape. Sur quoi travaillez-vous? Donc, par exemple, là, je vais mettre comme ça, make. Voilà, donc là je suis en train de créer ce canal, regardez, donc ça c'est le canal. Donc du coup là je peux faire donc des discussions, bien évidemment vous pouvez aller tout simplement au profil ici, changer donc les informations par rapport donc à votre nom, par rapport à votre société et tout. Vous pouvez par exemple mettre là formation, d'accord, donc j'enregistre. Voilà, et là le canal aussi, donc c'est un canal qui s'appelle Make, donc je peux aussi bien donc modifier le nom. Voilà, donc je peux modifier, je peux mettre ici, je peux mettre tout simplement les formations, on va l'appeler formation-make. Voilà, ça c'est mon espace donc de travail. Donc là, du coup, je viens de cliquer donc mon canal, voilà, là où je vais donc travailler. Alors, si je reviens, très important ici, donc à notre connexion, donc là, je vais mettre donc, on a mis formation.make. Là, je vais faire continuer. Donc, lui, nous n'avons pas trouvé donc votre espace de travail. On va essayer de faire donc autre connexion. Donc, lui, il a détecté ça, formation.make. Alors, vous êtes déjà connecté, donc il a détecté celui-là, donc on va essayer de passer.
Donc là, il me demande si je veux ouvrir l'application Slack. D'accord, on n'est pas obligé. Bienvenue. Donc là, il vient de faire donc cette connexion là. Donc on va revenir en fait à notre mécanisme et voir si la connexion passe ou non. Donc du coup, on va essayer de la refaire. Voilà. Donc là maintenant, tu vois, donc il a détecté ici. Donc je vais continuer. Donc là, il veut avoir toutes ces ces autorisations là. Donc là, du coup, je peux soit annuler, soit donner en fait l'autorisation. Donc là, du coup, integromètre, c'est make tout simplement. Donc demande d'autorisation, accéder à l'espace donc de travail. Donc on a confirmé. Donc il est en train de vérifier. Et voilà, c'est fait. Donc du coup là, qu'est-ce que j'ai? Je viens de créer une connexion Slack avec Make. Alors là, du coup, une fois qu'on a fait la connexion, bien évidemment, je peux paramétrer ici pour que ces données-là, ils vont être aussi envoyées ici parce que le routeur, il va envoyer les données dans les deux sens. Donc je clique ici. Je peux tout simplement lui demander de me donner les noms de mes chaînes, de mes canaux, automatiquement. C'est mieux de les sélectionner de cette manière-là, donc c'est plus pratique. Donc du coup là, je dois trouver donc formation make, exactement, c'est celle-là. Et là, le texte, qu'est-ce que tu veux donc écrire? Donc je vais écrire tout simplement la température, par exemple, par exemple là, on va mettre à Londres. Et deux points, et là du coup je vais tout simplement mettre la variable de la température. Regardez là ici, je vais chercher température, c'est ça, voilà, donc j'ai cliqué et voilà. Vous voyez donc ce module là, je peux pas le voir ici parce que il est en train d'être exécuté en parallèle avec mon module à moi, le premier module, donc du coup je peux pas voir les données qui sont ici. Ok, donc du coup là, si je veux créer des blocs, on n'a pas besoin, donc je fais ok. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'enregistre bien sûr. Donc là, je viens tout simplement donc de faire ces données-là. Alors du coup, là, je vais changer ici. On va mettre New York. On va voir si ça va donner. Donc je vais faire OK. Je vais exécuter mon système. Regardez là, lorsqu'on va faire l'exécution, donc il y aura une opération, trois opérations qui vont être faites. Donc du coup, même si je vois, donc voilà, je vais cliquer ici pour vous montrer en fait les informations, comment ils vont être exécutées. Voilà, les données vont être envoyées ici, ensuite ici. Je regarde le output ici pour faire une lecture. Donc du coup, il a récupéré les données à New York. Là, il vient donc de faire donc le input, recevoir toutes ces données-là. Il a fait l'écriture. Déjà, je regarde mon fichier Excel si tout va bien. Voilà, la troisième ligne vient d'être ajoutée. Très très bien. Et ici, en fait, donc si je clique ici, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, du coup, il a récupéré cette information-là, la température, et il a mis cette température-là, 15-16. Donc c'est exactement la température qui est ici. 15, 16. Et moi, mon objectif, c'est l'output en fait. Donc, je clique ici pour voir l'output. L'output, je veux que je reçois un message sur ce channel-là et avoir ce texte-là. Donc, du coup, je vais aller ici pour mon compte donc Slack. Et vous allez voir que là, ici, voilà, j'ai donc les données qui viennent d'être ajoutées ici automatiquement. Et c'est ça. Donc l'opération elle est partie correctement, donc avec succès. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement un envoi vers cette chaîne-là avec ce texte-là. Donc du coup, mon scénario, on a réussi à connecter Slack et on a réussi aussi à faire envoyer l'information grâce à un routeur dans les deux sens. Merci. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo-là, on va parler de quelque chose qui s'appelle le filtre. Le filtre, tout simplement, c'est un moyen qui permet donc de traiter l'information et de dire est-ce que cette information-là, est-ce qu'on va la passer ou pas dans le module suivant. Donc pour créer des filtres, vous allez voir que toujours lorsqu'on a une connexion entre deux modules, on a cette icône là et c'est là où on peut créer un filtre. Donc du coup, lorsque je clique sur cette icône là, vous allez trouver qu'il y a une option qui s'appelle Setup filtre. Donc ça, c'est une option très importante qui nous permet tout simplement donc de créer des filtres. Alors lorsque je clique ici, bien sûr là, j'ai la possibilité de créer ou de donner un nom à ce filtre là. Par exemple là, je vais toutes les températures qui sont supérieures à 20, voilà, température, donc on va mettre température supérieure à 20,
ici, on va tout simplement donc envoyer l'information au module suivant. Donc du coup, la condition, c'est que je veux la variable température doit être, donc là l'opérateur, vous allez voir qu'au niveau de l'opérateur, il y a énormément d'opérateurs. Et ce sont des opérateurs, il y en a ceux qui sont logiques, il y en a les opérateurs mathématiques et il y en a ceux des conditions. Ces opérateurs-là permettent tout simplement de comparer, de vérifier donc les datas. Il y a des datas bien sûr qui peuvent être vérifiées avec des opérateurs spécifiques et il y en a d'autres qu'on ne peut pas le faire. Par exemple, si on a une date, on ne peut pas tout simplement faire une comparaison avec supérieur ou inférieur. Peut-être qu'on peut la comparer avec equal to et on va la vérifier s'il est égal à une date spécifique ou pas. Donc là, ce sont les opérateurs. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'opérateurs. Voilà, ils sont par catégorie, ceux qui sont numériques. Ça, voilà, qui sont spécifiés aux dates. Ça, c'est pour tout ce qui est time. Et ça, c'est tout ce qui est booléen, d'accord, donc vrai, faux. Ça, c'est tout ce qui est donc tableau. Donc, du coup, je peux comparer un tableau, traiter un tableau ici de cette manière-là. Donc, tout ça, ce sont des opérateurs qui vont m'aider à vérifier mes datas avant de les envoyer. Par exemple, là, regardez, and with. Par exemple, là, si c'est un texte, je peux vérifier s'il se termine avec un caractère, ou bien un mot, ou bien une lettre. Donc, tout ça, c'est pour le texte. Alors, pour nous, on va recevoir en fait des nombres. Donc du coup les nombres, je vais chercher donc number. Donc là voilà c'est ici. Et je vais demander d'envoyer toutes les températures supérieures à 20. Donc là je dois mettre, elle doit être tout simplement equal to, equal, greater than, greater or equal to. Ça c'est très important. Supérieur ou égal, tout simplement là je vais mettre 20. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement un filtre ici. Je vais faire OK, vous allez voir que ça va être ajouté comme ça, je peux le modifier bien sûr lorsque je clique. Ici, tous les données, s'ils sont supérieurs à 20, ils vont être envoyés ici. S'ils sont inférieurs à 20, ils ne vont pas passer. Maintenant, je vais faire un autre filtre là. Ce filtre là, par exemple, je vais l'appeler filtre. Alors, température inférieure à 20 et supérieur, par exemple, à, allez, on va mettre 30. Je vais prendre en fait, je vais faire passer en fait deux types donc de températures, ceux qui sont inférieurs à 20 et ceux aussi qui sont supérieurs à 30. Donc du coup, c'est pour cela que je vais créer des conditions. Là ici, je vais chercher donc température et là, je vais demander si, donc bien sûr dans les numbers, tous ceux qui sont inférieurs. Donc là, on va mettre directement less than 20. OK. Et attention, là ici, on doit ajouter en fait une autre condition. Donc du coup là, il y a la condition and, il y a la condition or. Dans notre cas, on n'a pas besoin de and parce que c'est impossible que la température soit inférieure à 20 et en même temps supérieure à 30, si c'est soit elle soit inférieure à 20, soit elle va être supérieure à 30, donc on ne peut pas vérifier ces deux conditions-là en même temps. Mais c'est pour cela que pour moi, je vais utiliser OR. Donc soit elle est la même chose, hein, donc je vais prendre la température, et cette fois-ci, je vais qu'elle soit tout simplement supérieure, strictement supérieure. Donc on va aller à number. Donc les opérations, en fait, ils sont tout simplement selon les conditions, selon le cas que nous on veut le faire. Donc voilà, je veux qu'elle soit supérieure à 30. Donc s'il est inférieur à 20 ou bien supérieur à 30, il va m'envoyer un message, je fais OK. Donc du coup là j'ai combiné en fait, il y a un filtre ici, là il y a un filtre qui contient deux conditions. Si je mets la condition AND, ici c'est que tout simplement il faut que les données soient vérifier les deux conditions, c'est-à-dire soit être true ici, vrai ici et vrai ici. Pour notre cas, peu n'importe s'il est inférieur à 20 ou bien supérieur à 30, je vais le récupérer. Et donc ça, c'est très important. Donc la création de filtres. Vous allez voir que là, donc on a le 15, donc celle de New York 15. Donc 15, elle va être envoyée ici, il ne va pas être enregistré là. Vous allez voir que là ici, il ne va pas ajouter une nouvelle ligne là. Ou bien bien sûr on peut changer une autre ville. On va tester, allez on va cliquer ici, alors on va mettre allez on va chercher une autre ville, je vais mettre Marrakech, je vais faire OK, je vais exécuter. Donc normalement c'est supérieur à 20. Donc du coup tout simplement je peux regarder ici les informations. La température elle est 34, donc 34 elle doit être envoyée ici.
Et elle doit être envoyée là aussi, dans les deux cas, parce que 34, elle vérifie les deux données. Donc du coup, on va vérifier ici. Voilà, j'ai cette information. Et là, je dois la recevoir aussi. Et voilà, et 34. Regardez là, vu qu'il a écrit encore Londres, parce que là, j'ai écrit d'une manière donc statique. Hein. Donc l'information ici, il ne faut pas que ce soit statique. Donc cette donnée-là, je regarde ici s'il y a les données le nom de la ville. Le nom de la ville, il n'est pas écrit une autre fois ici. Donc du coup, la température, tout simplement, on va enlever Londres. Vu que je ne peux pas ici récupérer le nom de la ville parce qu'il est statique en fait, il n'est pas dynamique ici. Ok, je fais ok. On va ici, cette fois-ci, on va choisir une autre localisation. Je vais mettre Nice. Je vais faire ok. Je vais exécuter. Alors, regardez là, 0, il n'a pas passé. Pourquoi? Parce qu'il doit être inférieur à 20. Donc du coup là, je vais vérifier déjà l'information. Voilà, c'est 12,95. C'est tout à fait normal. Elle est uniquement envoyée ici. Regardez le tableau ici. Il n'y a pas une nouvelle ligne qui a été créée. C'est tout à fait normal. Et là, je reçois, voilà, la température 12,95. Et c'est ça. C'est ça le jeu en fait du filtre. Et les filtres, il sert à ça. Il sert à filtrer les données pour que je prenne une décision si je vais lancer les données, si je ne vais pas lancer les données. Donc du coup, ils sont très importants. Vous allez voir les filtres. C'est vraiment dans tous les scénarios, on a souvent le besoin voilà, de mettre en place des filtres pour voilà, améliorer la qualité de notre scénario et encore de l'optimiser. Merci. Alors, j'aimerais bien ajouter ici une fonction qui est très importante, c'est ce qu'on appelle Disable Route. C'est quoi Disable Route? Imaginez que moi, j'émets un scénario et au cours de ce scénario-là, j'ai voilà, cette branche-là et je ne veux pas l'exécuter. Ça veut dire que voilà, je suis en train de faire un test, je veux juste voir les informations, comment ils vont circuler uniquement ici. Je ne veux pas tester ça. Pour le faire, et je ne veux pas supprimer parce que j'aurai besoin peut-être après. Donc, pour le faire, c'est très simple, je vais tout simplement cliquer ici, bouton droit, donc je répète. Donc je viens ici dans les points, je clique bouton droit ici et vous allez voir qu'il y a une option qui s'appelle Disable Route. Cette option-là, lorsque je clique, vous allez voir qu'il va y avoir un symbole là en rouge, comme quoi c'est barré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que lorsque je vais exécuter, je vais faire une opération, mais le système il va pas aller ici. Donc il va juste circuler de cette manière-là. Donc je regarde donc la navigation, regarde la navigation, elle va passer là et elle va s'arrêter. Il peut pas aller ici parce que j'ai bloqué le route. Et ça, c'est très utile. Donc, quand même, c'est une fonctionnalité. C'est vrai qu'on n'utilise pas souvent, mais ça arrive, surtout lorsqu'on est en train de mettre en place un scénario et on est en train de tester. On a besoin de temps en temps donc de bloquer voilà, une branche, de bloquer un module. Je ne veux pas l'exécuter tout de suite. Peut-être qu'il est gourmand, qu'il demande beaucoup de ressources. Beaucoup d'opérations ils vont être consommées, je vais les laisser à la fin, donc du coup je peux bloquer, barrer cette route là. Donc tous les données ils vont plus aller vers cette ligne là, ils peuvent aller vers d'autres lignes bien sûr parce que le routeur il peut avoir un autre module, celui-là il n'y a aucun souci, il peut tout simplement recevoir donc les datas et les données. Merci. Alors lorsqu'on exécute en fait un scénario, c'est très important bien sûr de voir ici le nombre donc d'opérations qui ont été faites. Par exemple là ici il y a une consommation d'une opération, là ici il y a une consommation d'une opération. Comme on a dit, hein, parfois ici même s'il y a plusieurs bundles, c'est-à-dire que parfois une opération il va aller récupérer par exemple plusieurs données de plusieurs villes. Ça ici c'est calculé uniquement une seule opération. Mais ces données là, par exemple il y a 4 localisations, 4 pays, bien sûr il va exécuter en fait le reste donc de son scénario 4 fois et du coup ça va être compté, voilà 4 opérations ici et 4 opérations ici. Le routeur ne compte pas d'opérations parce que son travail c'est juste de dispatcher les données voilà donc au module suivant. C'est très important donc comme on a dit de suivre la consommation d'opérations parce que là si je viens dans la page d'accueil ici organisation, vous allez voir que là, le système il va me donner en fait combien d'opérations il me reste, combien donc j'ai consommé, et bien sûr si j'en ai des scénarios actifs ou pas, il y en a 2. Et là vous allez voir bien sûr la consommation de nombre d'opérations par rapport au nombre de data. Toujours donc ce tableau de bord c'est très important de le voir parce qu'il va être initialisé chaque 30 jours. Donc après 30 jours il va revenir à 0 et bien sûr donc je vais l'utiliser. C'est pour ça que dans les scénarios de test et d'apprentissage il ne faut pas consommer énormément. Il y en a ceux que je connaisse en fait qui ont 3, 4, 5 comptes donc Make pour voilà exécuter d'une manière séparée certaines donc scénarios. Bien sûr ils doivent faire la connexion pour tous les comptes parce que les comptes ne peuvent pas donc partager leur connexion.
Voilà, donc ça c'est tout simplement une petite vidéo pour vous rappeler donc des notions d'opérations qu'on a déjà vues, qui sont très importantes au fur et à mesure qu'on avance dans le scénario, au fur et à mesure, comme vous le voyez là, j'exécute donc un scénario. Là, vous allez voir par exemple qu'il y a une opération qui a été exécutée ici. Si c'est une opération, elle est exécutée. Si je reviens ici dans l'organisation, on va voir si on va actualiser, si on va voir 14 ou pas. Mais généralement, elle doit être comptabilisée en real time. Voilà, ici on a 14 parce qu'on a une opération qui a été consommée ici. Vous voyez, donc c'est uniquement une seule opération et que donc ces données-là, on a 11. Donc normalement lorsqu'on a 11 ici, température 11, ça doit aller ici. Donc ça doit être donc inférieur à 20. Mais puisque j'ai arrêté en fait l'exécution de ce lien-là, c'est normal, ça passe pas. Donc là, je vais tout simplement le réactiver. Donc on va ici, voilà, donc de enable, voilà, la route. Donc voilà, on vient de la libérer. Donc là, ici, il est libéré. Je vais l'exécuter encore une autre fois. Et voilà, j'ai 2 opérations de plus. Donc si je vais actualiser ici, au lieu de 14, ça doit monter à 16. Donc là, on va vérifier. Donc voilà, donc le nombre d'opérations vient d'être incrémenté. Voilà, c'est 16, donc c'est correct. Voilà, c'est une petite vidéo pour faire un petit rappel sur l'opération qu'on va la consommer dans notre scénario et notre tableau de bord. Merci. Alors, il y a aussi la possibilité d'avoir un peu plus d'informations par rapport donc à notre scénario qu'on a créé, et ça c'est très important. Donc vous allez voir que là, bien sûr, je dois cliquer ici pour enregistrer mon scénario, et par la suite je vais revenir ici, donc je clique back. Vous allez voir que là, il va me donner en fait cette interface. La même interface aussi, je peux la voir lorsque je vais cliquer sur scénario. Là, je vais voir tous mes scénarios. Donc, je clique sur le scénario une seule fois. Vous allez voir qu'il va me donner donc cette façon-là pour lire en fait les données sur ce scénario-là. Si je veux le éditer, il y a 2 façons. Soit je clique ici. Donc là, je vais cliquer ici tout simplement dans le vide, comme ça. Voilà, et je peux l'éditer. Soit tout simplement, je clique ici sur le bouton là-haut ici pour faire éditer de nouveau mon scénario. Alors, cette interface, pourquoi je voulais vous la montrer? D'abord, vous allez voir ici, donc il y a la partie History, donc soit je la vois là ou je la vois ici. Et là, c'est très très important. Elle me donne en fait un historique de l'exécution de mon scénario. Et vous allez voir que parfois, lorsqu'on exécute un scénario, il peut y avoir des erreurs, des messages d'erreur, des bugs. Et ça, c'est très important parce que je peux les voir ici. Ils vont être bien sûr en rouge. Il ne va pas avoir comme ici, donc success. Et je peux bien évidemment voir pour chaque exécution combien d'opérations donc j'ai consommé, combien de data a été transféré. Et ce sont des données bien sûr très très importantes. Je peux voir ici bien sûr les dates et voilà le moment où j'ai par exemple édité ma formation, que j'ai mis par exemple un nouveau module ou bien d'autres informations. Voilà, ça c'est côté history. Il y a aussi ce qu'on appelle incomplete execution. Parfois donc il va y avoir bien sûr donc des problèmes d'exécution et là je vais les voir ici. Si voilà les exécutions n'ont pas été donc terminées avec succès, généralement je peux les voir ici. Dans mon diagramme aussi, vous allez voir que je peux voir ici un diagramme là où je peux voir la consommation complète tout au long des jours pour donc mon scénario. C'est très important parce que surtout là, c'est vrai qu'on a un scénario de test, mais imaginez lorsqu'on a des grands scénarios par rapport à plusieurs entreprises, par rapport à plusieurs tâches et tout, c'est très important de voir l'historique, de voir le diagramme de consommation d'opérations pour pouvoir faire donc tout simplement un suivi complet. N'oubliez pas, vous avez aussi ici la possibilité là de activer en fait l'exécution automatique donc de notre scénario. Comme on a dit, on peut l'exécuter chaque 15 minutes, chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou bien des dates spécifiques. Ou bien même on peut l'exécuter ce qu'on appelle en demande, c'est-à-dire lorsque on utilise une API qui va tout simplement exécuter ce scénario-là à distance lorsque l'API le demande. Mais généralement, lorsqu'on a un compte gratuit, minimum 15 minutes donc d'exécution de scénario. Donc chaque 15 minutes, il peut être exécuté. Ça veut dire chaque 15 minutes, on peut vérifier par exemple voilà la température. Mais si on a un compte payant, on peut réduire ça à 1 minute. L'activation de scénario peut se faire à partir de là, tout simplement. Voilà. Donc lorsque j'exécute, bien évidemment, si je vais dans l'organisation, je vais trouver que voilà, j'ai un scénario consommé. Parce que j'ai 2, donc c'est 1 sur 2, d'accord. Donc ça, c'est ce qui est très important. Je voulais vraiment vous montrer cette interface qui va vous montrer donc des statistiques ou bien un tableau de bord un peu spécifique avant de faire l'édition. Toujours les options, donc ils sont là.
Je peux renommer en fait le nom de scénario, je peux le cloner, je peux le supprimer. Je peux bien sûr faire le throttling, ça veut dire s'il est maintenant actif, je peux bien évidemment déterminer en fait voilà la fréquence en fait de l'exécution comme on l'a dit à partir de cette interface là. Je peux le mettre à chaque 15 du mois, je peux le mettre voilà chaque semaine, chaque jour, chaque 15 minutes. Donc du coup, j'ai la possibilité de faire ce système là de cette façon là. Sinon, je peux le mettre désactivé. Voilà, donc ça c'est l'interface qui me permet d'avoir des statistiques sur l'exécution de mon scénario.